Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Sur le plateau ce soir, le professeur Pascal Msanga Nyamding, qui est sociopolitiste, chef du département de l'intégration et de la coopération pour le développement à l'IRIC. Bonsoir et bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau de Scène de Presse. Bonsoir madame et merci pour cette invitation et surtout bonsoir à tous vos fidèles téléspectateurs. En face de vous, Jean-François Chanon, qui est le directeur de publication du quotidien Le Messager. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV que je suis heureux de retrouver ce soir et j'en profite pour dire bon carême à tous. Merci bien. Au menu de votre émission ce soir, législative 2020, à reprendre dans 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dont 10 pour la seule région du Nord-Ouest. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel au terme du contentieux post-électoral du double scrutin du 9 février dernier. Si ce verdict remet en lice les 6 partis politiques concernés, les observateurs y voient une deuxième chance pour le Social Democratic Front, mais surtout une tentative de sauver le parti de Nidjon Frundi qui n'a que 5 députés après les élections du mois dernier. Comment comprendre ce verdict du Conseil constitutionnel? Comment comprendre ce qui apparaît comme un essoufflement du SDF? Question sur la table du débat ce soir. Également sur la table du débat ce soir, la charge que subit le Cameroun ces derniers jours et précisément depuis la fin des élections du 9 février dernier, alors que celles-ci se sont déroulées dans le calme, à l'exception des échauffourées enregistrées dans quelques circonscriptions du Cameroun. On assiste à une forte agitation externe autour de notre pays entre l'activisme du professeur Maurice Kamto et les propos inélégants, voire paternalistes du président Macron sur le Cameroun et son chef, la charge des ONG des droits de l'homme contre nos forces de défense et de sécurité. Le Cameroun semble être la cible des tirs groupés de l'extérieur. Y a-t-il un agenda concerté? Qu'est-ce qui justifie cette agitation qui vient de l'extérieur? Ces questions sont sur la table du débat ce soir et ce sont des questions que nous vous posons, professeur Pascal Msanga Nyamding. Oui, d'abord sur le premier point. La marche vers le processus de démocratisation est réelle. Il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent encore ici que c'est au prix du sang que ce pays a été indépendant. Je pense ici à Rodolphe Douala Mangabel, Martin-Paul Samba, les Oumyobé et de nombreux nationalistes ramenés à ce premier point concernant les élections. En 90, il y a encore eu beaucoup d'agitation et surtout beaucoup de sacrifices. On peut donc comprendre que 92-2020, c'est-à-dire 18 ans après, qu'enfin ce processus soit de plus en plus lisible. Je crois que personne ne peut contester qu'après la première élection législative pluraliste de mars 92, on a vu un pays qui a changé institutionnellement. Il est passé d'un système de parti unique à un système pluraliste, malgré quelques points d'ombre qui existent encore. Moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Le Cameroun a vraiment fait son petit bout de chemin. Jean-François Chanon, Maurice Kamto et par ricochet, le MRC s'est exclu du processus électoral, mais il a non seulement, lui, Maurice Kamto, appelé au boycott du double scrutin du 9 février dernier, mais il a fait une tournée en Occident. Selon vous, que cherche Maurice Kamto? Que veut-il? Vous pouvez lui poser la question à lui, Maurice Kamto. Je vous la pose à vous, vous êtes sur non, le plateau je et vous ne êtes suis journaliste. pas un militant du MRC. Je suis un directeur modeste de publication d'un quotidien qui a, à mon avis, 40 ans de dissidence en termes de construction de l'information, mais aussi de l'émancipation de notre peuple.
Mais je dois constater, comme vous le savez tous, que peut-être à ce niveau-là, vous allez tout de suite m'épingler en me disant que voilà, j'épouse une thèse de ce parti justement parce que j'estime que par rapport à ce que le professeur Messanga Charlemagne vient de dire, oui, c'est vrai, nous avançons vers la démocratie, mais en fait, ces élections, à mon humble avis, et ça c'est moi qui le pense, et peut-être mon journal aussi, n'auraient pas dû se tenir, notamment dans le contexte qui caractérise les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, parce qu'effectivement, vous voyez que c'est là-bas qu'on a annulé les élections, et les motifs sont tout à fait clairs, c'est-à-dire que il y a eu... On va revenir là-dessus. Non, mais permettez-moi de le dire. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Allez-y rapidement. Bon, si vous voulez vraiment que je parle de Maurice Kamto... Allons-y rapidement. La question, c'est de savoir ce que cherche Maurice Kamto et ce qu'il veut obtenir. C'est ça la question. Première chose, si je m'en tiens à ce que j'ai retenu de mes correspondants en Europe, Maurice Kamto est sorti de prison où il n'aurait pas dû y aller. Simplement, puisque les faits nous donnent aujourd'hui raison, lui donne aujourd'hui raison. Les gens peuvent manifester devant l'ambassade de France sans qu'on les inquiète, sans qu'ils n'aient déclaré quoi que ce soit. Maurice Kamto a fait un meeting à Douala et qui n'était pas autorisé. Ouais, qui n'était pas autorisé. Donc d'autres le font aujourd'hui. Bon, alors après, il y a une sympathie de ces militants, de ces sympathisants qui étaient partout, qui ont soutenu et qui ont mis, et c'est le président Macron qui l'a dit, la pression sur le président Biya pour qu'il soit libéré. Je pense que si on est humain, sans être même politicien, on peut, la première fois qu'on va à l'étranger, on va quand même dire merci à tous ces gens. Vous savez aussi que c'est un avocat international. Parce que ce sont ces gens qui l'ont libéré? Ce n'est pas ça le sujet. Je vous précise, ce n'est pas ça le sujet. Je fais une analyse simpliste en se disant que si des gens... Vous dites simpliste. Oui, je dis simpliste, c'est-à-dire que c'est pas moi, je ne suis pas militant du MSC, je dis que si... il est peut-être allé dire merci à ceux qui ont manifesté pour qu'il soit libéré. Ceux qui lui ont tenu une certaine sympathie politique pour qu'il soit libéré. Et il lui fallut qu'il soit profondément ingrat pour... la première fois qu'il aille à l'étranger, ne pas rencontrer ces gens-là qui lui sont favorables pour dire merci. Deuxième chose, vous savez bien qu'il est avocat international. Ce que j'ai aussi appris, c'est qu'il défend un pays frère et ami, notamment la Guinée équatoriale, dans un dossier assez important. Et qui a perdu son procès? C'est pas ça le sujet. Il est parti, il est parti justement. C'est une information. Non, attendez, si vous faites des questions tendancieuses... Non, ce n'est pas une question... Ça n'engage que vous, c'est-à-dire que... Je dis simplement, il est parti aussi parce qu'il était avocat dans ce dossier-là. Deuxième chose, qu'on peut le dire, il est arrêté, on connaît tout le parcours qu'il a réalisé. Il est parti parce qu'il a rencontré des hauts responsables au département d'État. Il a rencontré d'autres compatriotes au Canada. Il a rencontré d'autres compatriotes ailleurs. Donc, que cherche-t-il donc? Posez-lui la question simplement. Moi, je fais l'analyse simplement. Il cherche ce qu'il veut et c'est un homme politique et je ne suis pas sûr que ce soit un péché. Alors, professeur Pascal Messanga Nyamdine, est-ce en Occident que Maurice Kamto peut obtenir ce qu'il veut, ce qu'il n'a pas pu obtenir par les urnes au Cameroun, c'est-à-dire le pouvoir? Oui, moi d'abord, Shannon, qui est un ami, me surprend. Il dit des choses graves. Vous savez, nous sommes à Mon Dieu Vision et je le connais assez éclairé. Sur 3 points d'abord. Monsieur Kamto est allé aux élections présidentielles qu'il a perdues. Il s'est autoproclamé vainqueur. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que le Conseil constitutionnel, après Elecam, a reçu 28 candidatures. Et sur les 28 candidatures, Elecam en a retenu 9, avec celle du président de la République et celle du ministre Kamto. Et il faut rappeler que... Qu'est-ce que j'ai dit de grave? Je vous en prie, surtout ne me coupez pas. Ce que vous avez dit de grave, c'est qu'il va injustement en prison. Même que je vous explique. Peut-être que vous manquez d'éléments. Je crois que vous êtes un excellent journaliste. Je suis en train de dire au professeur... Soufflez de ne pas me couper. Pourquoi sinon, vous allez rendre ce débat désagréable. Rendons-le. Alors, très bien. Alors, je voudrais donc vous dites que j'ai dit quelque chose de grave. Oui, je n'ai pas le droit de vous reprendre. Non, je pense que vous n'avez pas le droit de me reprendre parce que vous avez dit des choses inexactes.
Je voudrais vous démontrer techniquement et juridiquement Alors, que... vous voulez il est allé en prison. Il méritait d'aller en prison. Il devait aller en prison. Pourquoi? D'abord parce que, après la proclamation des résultats, il s'autoproclame vainqueur. C'était pas Juste avant. quelques heures après. C'était pas avant. Bien. Si vous Juste savez très bien. juste quelques heures après l'élection. Non, peut-être qu'il vous manque Monsieur Chanon, la chronologie des faits. Monsieur C'est-à-dire Chanon, que c'est au lendemain du scrutin progressivement, que ne me le prêtez pas... professeur Camto dit... Non, je vous rappelle, peut-être que vous avez perdu la mémoire. vous n'avez rien à me rappeler. Vous avez perdu la mémoire, certainement. Monsieur, pourquoi il est agressif? C'est au lendemain du déroulement du scrutin. Pourquoi vous êtes mal à l'aise? Je suis pas mal à l'aise. C'est désagréable quand mais vous je coupez vous rappelle comme ça. juste quelque chose Soufflez, mais Est-ce que vous pouvez permettre... Est-ce que vous pouvez me permettre de parler? Attends, il dit que c'est au lendemain de la proclamation des résultats que mais monsieur vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Je m'abstiens. C'est faux. Vous savez très bien que c'est faux. Si vous n'étiez pas un journaliste de renom, j'aurais dit que je vous aurais renvoyé à la langue française, à l'effet de vous expliquer ce que c'est que un langage figuré. Apprenez-moi la langue Alors française. je dis bien, au lendemain, il s'autoproclame, et puis finalement il saisit l'Union africaine, et cette Union africaine exige à M. Camto les preuves. Le moment de la proclamation. C'est figuré. Vous avez été quand même, vous avez fait un peu de français. Alors, je voudrais donc continuer. Monsieur Chanon, vous avez dit, vous êtes coincé. Jean-François Chanon, est-ce que vous pouvez mais dis donc, vous êtes très courtois. Je vous reconnais pas. Non, c'est pas vous qui lui donnez la parole, c'est moi qui passe la parole. Je suis surpris. Pourquoi vous êtes agressif? Je vous écoute, professeur. Alors, ce qui peut être choquant, Charlemagne. Ce qui peut être choquant et vraiment choquant, nous avons les lois. Je vous renvoie visiter les lois de 90. Je vais même dans l'article 8, alinéa 2, où, effectivement, c'est l'autorité, effectivement, peut vous accorder l'autorisation de marche et vous la retirer. Alors moi, ce qui me choque, deuxième point, pour vous le rappeler, vous dites, oui, on peut autoriser une marche à un parti et ne pas l'autoriser pour une autre. Je vous rappelle qu'il est rentré, il y a eu une marche spontanée. Et je voudrais dire, la même marche spontanée s'est opérée à l'ambassade de France. Mais ce que vous ne voulez pas dire, et peut-être que vous ne comprenez pas du tout, j'en suis persuadé, il y a la Convention de Vienne de 61. Le droit de protection est imposé aux pays hôtes, dont le Cameroun, contrairement à ce qu'on a connu en France, avait pour mission et obligation de protéger les locaux de l'ambassade de France. Mais c'est pas ça le problème. Est-ce que c'est le sujet? Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Vous avez été incapable de répondre. Est-ce que c'est Vous avez été incapable de répondre. Est-ce que c'est le sujet? Je vais donc vous dire. On ne parle pas d'ambassade pour l'instant. On ne parle pas d'ambassade. Il y a une question qui vous a été... C'est pas parce que vous vociférez. On va être un peu désagréable maintenant si vous voulez. C'est pas parce que vous vociférez. Non, c'est pas parce que soyez désagréable. Vous faites de la comédie. Soyez désagréable. Madame, il faut un peu le museler. À un moment donné, je vais demander qu'on vous muselle. On ne muselle personne sur ce plateau. On ne muselle personne sur ce plateau. Allez-y, vous avez la parole. Si vous voulez que je monte un point dessus, on va le faire. Professeur, allons-y rapidement. Alors, je voudrais chuter en rappelant à ce monsieur qui veut perturber le débat, je voudrais lui dire ici que qu'est-ce qu'il veut? Vous n'avez pas été capable de répondre. Alors, allez-y. Moi, je vais dire à l'opinion ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous pensez? Lorsque vous avez perdu une élection présidentielle, vous refusez d'aller à une élection législative, vous refusez d'aller à une élection locale, qu'est-ce qui vous reste? C'est la rue. C'est l'insurrection. C'est le coup de force. Je crois qu'il faut être clair et prévenir. Vous pensez que c'est ce chemin-là que le professeur Maurice Kamto a décidé d'emprunter? Du point de vue analytique. Mais écoutez, le MRC, c'est terminé du point de vue institutionnel. Lorsque vous n'allez pas aux élections législatives, vous mobilisez, on a vu certains militants, je pense ici à Célestin Diamètre et bien d'autres, être ahuris. Ne pas comprendre pourquoi le parti qui a suscité un certain espoir n'est pas allé aux élections. Qu'est-ce qui vous reste du point de vue de la sociologie politique? C'est la rue. Il faut donc clairement dire à l'opinion nationale et internationale qu'il y a donc des connexions qui se préparent. Et dernier point, quand vous dites à M. Chanon, alors qu'est-ce qu'il va chercher? Il allait chercher quoi? Un soutien évident pour déstabiliser ce régime. Mais je voudrais vous dire, M. Chanon, ça ne marchera pas. Alors, parce que le Cameroun est un État souverain. Professeur, on a vu les images du meeting. On a vu les images. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Soyons au même niveau d'information. Vous me permettez de poser la question et puis quand je vais vous passer la parole, vous pourrez répondre. Alors, on a vu les images dont vous en avez d'ailleurs parlé. On a vu les images du meeting du professeur Maurice Kamto à Douala avec une foule, justement, une foule en liesse. Qu'est-ce que ces images vous suggèrent comme commentaire? D'abord, il faut techniquement dire qu'il s'agit d'une marche spontanée.
Et on a maintenant la preuve que... Elle n'était pas si spontanée que ça, elle était organisée, elle était annoncée la veille. Donc quand on dit spontané... Le soir où il est arrivé au Cameroun, on a annoncé cette rencontre avec ses militants. Alors, je dis spontané, vous avez tout à fait raison, madame, mais spontané du point de vue pratique, du point de vue de la sociologie politique, parce qu'au départ, il n'y a pas eu de déclaration, il n'y a pas eu d'autorisation. Et on peut dire aussi que à une marche spontanée, il y a eu une autre marche spontanée, avec ces une marche qui a été bien encadrée par la police. Alors moi, je crois que c'était de la provocation. C'était de la provocation. Tout simplement partout dans le monde, y compris en France. Qu'est-ce que vous considérez comme provocation, le meeting ou bien les propos qui ont été tenus durant ce meeting? Les propos étaient très graves, madame. Et aussi, il faut déjà rappeler que la sortie du ministre Kamto, qui n'a pas été capable d'apporter les preuves de sa victoire, et qui perpétue et qui continue à entretenir le secret espoir qui va prendre le pouvoir, mais écoutez, nous sommes en droit de nous poser la question, comment va-t-il faire? Quand tu soutiens la guerre au Nozo, une guerre où, effectivement, notre pays, et je termine là-dessus, est victime d'une amputation d'une partie de son territoire, nous sommes en droit de nous poser la question, et surtout, et je vais le dire ici, et moi j'avise, si M. Kamto continue, je vous promets, M. Chanon, il se retrouvera encore en prison. Professeur Pascal Mesanga-Nyamding, on vous a entendu. Permettez maintenant que nous écoutions... Je ne le couperai pas. Jean-François Chanon, qui voudrait revenir sur certains propos que vous avez tenus avant que moi je ne lui pose la question sur les images de Douala se rapportant au meeting du professeur Kamto. Merci, Lucrèce. Je voudrais dire simplement et très humblement professeur Charlemagne Mesanga-Nyamding que je ne suis pas un militant du MRC. Ça, c'est d'un. De deux, et je vous donnais peut-être la pertinence de mon propos, vous auriez dû inviter à ma place un militant du MRC qui ferait face à face à lui. Nous avons choisi. Moi, vous m'avez choisi justement pour rappeler les faits. Et je lui ai rappelé qu'il s'est trompé en disant que M. Kamto s'est autoproclamé après la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. C'est faux. Donc, dans ses archives, il doit revoir ses notes. C'est arrivé, ce qu'il peut appeler proclamation. Monsieur a revendiqué une victoire. Ça, c'est comme ça. Ce sont des faits. Et deuxièmement, maintenant... Il a revendiqué sa victoire. Non, attendez. Juste pour qu'on précise. Permettez-moi de préciser. Il a revendiqué sa victoire au lendemain des élections, donc juste quelques heures lendemain de la tenue du scrutin. Exactement, je voulais juste qu'on s'entende là-dessus. Voilà, non, c'est pas ce que vous avez dit. Oh, faut arrêter. Non, attendez, c'est pas ce que vous avez dit. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est ce que on vous va avez pas épiloguer là-dessus. Oh, je peux continuer. Allez-y. Et deuxièmement, vous ne m'apprenez pas la langue française. Je ne l'ai pas dit. Je ne suis pas un de vos étudiants. Je ne l'ai pas dit non plus. Très bien. Donc, on continue donc à vous dire ceci. Que la réalité du fait est que il y a un problème sérieux qui se passe au Cameroun. C'est que depuis 4 ans, il y a eu une crise qui a débouché sur une guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et que jusqu'à présent, les solutions qui ont été exprimées par nos dirigeants actuels n'ont pas à rapporter la paix dans toutes ces deux régions, puisqu'il continue d'avoir des morts. Et au moment où nous parlons, vous vous rendrez bien compte que notre pays est désormais stigmatisé non seulement par les organisations internationales qui parlent des droits de l'homme, et il y a tout un imbroglio, le gouvernement dit ceci et les organisations disent cela. Et c'est même davantage plus sérieux, puisque vous avez parlé tout à l'heure, et peut-être qu'on en reviendra dessus. On va revenir là-dessus, je vous le promets. Un activiste qui a questionné, profité d'une occasion, je ne sais pas trop comment, pour interpeller le président français, qui a dit, et puis il faut bien se rendre compte que, avant cela, notre président, le président du Cameroun, a dit devant les médias, notamment la CRTV, que j'ai rendu compte au président Macron du déroulement du grand dialogue national. Personne n'a rien dit dessus. Mais Mesanga-Nyamding, justement, vous n'avez rien dit dessus pour dire que, bon, voilà, est-ce que c'est normal que notre président, le président du Cameroun, dise à la CRTV que j'ai rendu compte au Macron lors de la rencontre de Lyon, je pense, de comment s'est déroulé le grand dialogue national. Et quand maintenant
le président de la France, qui n'est pas notre président, profite, je ne sais pas trop profiter parce que une telle attitude, et chacun, moi je ne porte pas de jugement de valeur sur le président Macron. Je ne sais pas si De Gaulle ferait la même chose, je ne sais pas trop bien si Pompidou aurait la même réaction face à un individu, je ne sais pas si Chirac aurait la même réaction au Mitterrand, peut-être Sarkozy, qui à une fois s'est laissé aller à un tel propos, à une telle, j'allais dire, interactivité. Mais je me dis quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu peut-être de commencer à créer toute cette invective, parce que je répondrai, et je termine par là, à ce qu'il a parlé de réaction ou bien de marche spontanée, notamment ceux qui sont, et ça continue d'ailleurs, puisque ce n'est plus spontané, puisque d'autres personnes l'organisent. Les acteurs du système l'organisent à Garoua, à Bafoussam et ailleurs, contre le président Macron, pour dire non, nous disons non au président Macron. C'est devenu quelque chose d'assez machinal qui ne fait pas honneur à notre pays, parce que les amis, quand vous aimez, on ne fait pression que sur des amis. On ne fait pression que sur des amis. Si vous n'êtes pas mon ami, je vous fais pression sur quoi? Si je vous demande de l'argent, je ne fais pression que sur un ami. Donc, et c'est la réponse exacte que je peux donner à Charlemagne Mangani, qui tout à l'heure essayait d'expliquer que, voilà, qu'est-ce que le professeur Campo cherche là-bas. Je crois que tout être humain normal... Le professeur Campo... Je réponds, je termine. Allez-y rapidement. On ne va pas y passer la nuit. Patriote normal, qui ne veut plus entendre parler de guerre dans ce qu'on appelle aujourd'hui le nozo, a le droit de demander aux hommes de bonne volonté partout dans le monde entier parce que le Cameroun est incapable de résoudre ce problème en interne. Mais ça se voit. Ça se voit. Le grand dialogue est passé. Est-ce qu'il n'y a plus de morts là-bas? Le grand dialogue est passé. Est-ce qu'il n'y a plus de morts là-bas? Est-ce que la sérénité qui existe, est-ce que par exemple, les élections qui ont été annulées récemment, les élections qui ont été à la demande d'un important parti politique au Cameroun, le SDF, pour ne pas le nommer, c'est parce qu'effectivement, l'élection n'a pas pu avoir lieu. Jean-François Chanon, on a bien vu les conséquences de ces interventions extérieures dans les pays étrangers. On a vu ce qui s'est passé en Libye. Mais pourquoi vous dessinez le diable devant vous? Mais il faut bien en parler, puisque vous prenez cet exemple. Vous prenez cet exemple. Montrez-nous. Citez-nous un pays où cette communauté internationale a pu résoudre des problèmes qui se posaient en interne dans un autre. Cette communauté internationale que vous appelez à quoi réagir. La guerre du Vietnam. Madame, je peux... Allez-y, vous avez entendu parler de la guerre du Vietnam? Et j'espère qu'il va aussi observer la même courtoisie que moi. Je ne parle pas, monsieur Yandri. Vous pouvez prendre le plateau, alors, si madame, vous voulez. Je vais d'abord mais avant que vous ne répondiez, je voudrais quand même que vous releviez cette équivoque sur ces propos du président. Sur ces propos que le président aurait tenus, il aurait dit j'ai rendu compte au président Macron. Est-ce que ce n'est pas simplement une question de sémantique? D'abord, je vais vous dire, madame, je vais d'abord vous expliquer ce que, volontairement ou involontairement, Monsieur Chanon ne comprend pas du tout. Alors, monsieur, je ne vous permets pas. Vous n'avez pas à me permettre. Je ne vous permets pas de croire que l'intelligence que vous avez mais je ne sais pas pourquoi est supérieure à celle que je peux avoir. Je ne l'ai pas dit. Non, mais vous le dites. J'ai dit à tort ou à raison. Non, mais attendez un peu. Vous venez d'ajouter à tort. Quelle malhonnêteté! Quelle malhonnêteté! Permettez-moi. Vous dites qu'il y a une intelligence que je ne peux pas avoir. Non, c'est pas ce que je dis. À tort ou à raison. Jean-François Chanon. Je vais vous expliquer. S'il vous plaît. À tort ou à raison. Jean-François Chanon, s'il vous plaît. Quand vous discutez dans un débat où des gens sérieux nous regardent. Je suis d'accord. Ne soyez pas aussi condescendants. Permettez-moi de vous... Ne soyez pas aussi arrogant dans les propos. Je dis bien... Je lui laisse la parole. Je lui laisse la parole. Vous n'allez jamais me la laisser. Mais je reviens sur, à tort ou à raison, ce que vous ne comprenez pas du tout. Alors, sur ce premier point, vous avez oublié la mémoire de l'histoire. La mémoire de notre histoire, c'est que... Ici, ça me fait penser à... un écrivain comme Bertrand Badi, France Fanon et autres. Et Badi disait, nous les Noirs sommes des gueux.
des chiens, des colonisés, des esclaves. Et personne n'a de la considération pour nous. Surtout, vous venez de confondre l'écrivain parce que permettez-moi. Allez-y, laissez-le terminer. Et je voudrais aller plus loin et vous dire que. Peut-être votre mémoire. Vous savez, je suis d'accord. Laissez Jean-François qu'elle me trahisse, mais on nous observe. Hein, vos enfants vous regardent. Allez-y, je crois que vous avez une femme. allez-y, Moi, vous savez, sur un plateau, je pense un temps soit peu à ma femme et à mes enfants. Je joue pas au fou comme vous. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Oui, parce que vous dites n'importe quoi, pardon. Vous ne tenez pas. Oui, mais est-ce là que vous êtes un grand comique et que vous ne vous prenez pas au sérieux sur un plateau? Allons-y, monsieur. Bon, alors, à partir de là, madame, pour vous expliquer cette sémantique de rendre compte, mais le président Paul Biya, qui est d'ailleurs pour moi mon maître politique, apparaît plus que jamais comme un prophète. Il savait qu'un jour, parce qu'on n'a pas de considération pour les Noirs, parce que l'Occident a violé ce qu'on appelle les usages diplomatiques. Permettez-moi un temps soit peu de vous évoquer aussi, à un moment donné, les procédés diplomatiques, où un chef d'État a ce qu'on appelle une rencontre au sommet. Techniquement, M. Chanon, les rencontres au sommet sont les rencontres de chefs d'État et de gouvernement. Il y a des échanges. C'est pas comme ça dans la rue. Je vous cite ici une très bonne amie en France qui est députée européenne, Nadine Morano, qui, dans un tweet, a fait constater que le président de la République française débite tout à un inconnu. Ça, c'est une question. Permettez-moi, ne me coupez pas. C'est une à partir de là, à partir de là, je ne le couperai pas. À partir de là, Nadine Morano, vous savez qui c'est? Moi, je vous ai connu en France. Vous savez qui est Nadine Morano? Elle est députée européenne. Vous savez qui elle est? Elle est députée européenne. Jean-François, vous le laissez terminer. Citez-la jusqu'au bout. Elle est députée. Citez-la aussi dans tout ce qu'elle dit sur les Noirs. Jean-François, citez-la aussi bien dans tout ce qu'elle dit sur les Noirs. Vous savez, vous êtes bien courtois. Hein? Et dans cet élan, madame, le président de la République française, qui en réalité a suscité par son jeune âge un espoir, à un moment donné, une rupture entre un système paternaliste. Tout à l'heure, vous avez également évoqué que peut-être Sarkozy, non, depuis De Gaulle. N'oubliez pas que la France a fait... Pourquoi vous avez honte? Il me coupe encore. Reprenez-moi. Je voudrais vous rappeler reprenez-moi dans ce que j'ai dit. La France Afrique. Ça pourrait vous faire une bonne citation selon ce que Jean-François Chanon a dit. La France-Afrique a toujours été considérée comme la main noire de la France coloniale sur les États africains. Et l'attitude du président Macron, qui est un ami du Cameroun, a apporté tout simplement la preuve que, une fois de plus, le vieux système paternaliste qui encadre les relations franco-africaines et les relations nord-sud se perpétue. N'oubliez pas, madame, et je vais chuter rapidement là-dessus. Mais pas sur cette question, parce qu'on va revenir là-dessus. Oui, bien, alors, quand le président de la République, je suis allé rendre compte au président Macron, mais on a la preuve. Il savait que, peut-être du jour au lendemain, le président Macron dirait que j'ai demandé au président Paul Biya et j'ai conditionné son arrivée à Lyon par la libération de Camto. Vous êtes fiers de ça? Si vous êtes fiers de ça, je voudrais vous dire que beaucoup d'Africains ne sont pas fiers. Tout simplement parce que il s'agit ici, et je voudrais tout simplement vous dire qu'il y a ce qu'on appelle enfin des usages et des procédés diplomatiques. Et je termine en vous rappelant quelque chose, M. Chanon, qui a choqué tout le monde, madame. Vous savez, on a réalisé que le président de la République française s'adressait à un prévenu. Le président de la République française s'adressait à un terroriste. On va revenir sur cet aspect. En relation avec ce qui s'est passé, on peut se poser dans deux questions. Je vous promets, madame, je suis... Il a ambition, laissez-le dire ce qu'il voulait dire. Il a ambition, je reviendrai. Laissez-le dire. J'ai bien écouté les propos de Jean-François Chanon, qui a souligné que le professeur Maurice Kamto s'est retrouvé de l'autre côté pour remercier ce qu'il avait soutenu pendant qu'il était... Oui, bien sûr. Pendant qu'il était... C'est mon analyse à moi. Mais vous allez la couper aussi? Alors, pendant qu'il était en détention. Alors, je voudrais savoir à qui devrait-il être redevable? Au président de la République qui a ordonné qu'il soit libéré ou alors à ces gens qui, entre guillemets,
j'aurais soutenu. Madame, vraiment, ce monsieur perturbe ce plateau. Non, répondant à ma question, reprenez, madame, il m'a perturbé. Vous êtes déstabilisé. Jean-François Chanon disait tout à l'heure dans son propos que Maurice Kamto s'est retrouvé de l'autre côté, en Occident notamment, pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu pendant qu'il était en prison et qui on va emprunter à l'expression du président Macron, qui aurait fait pression sur le président de la République pour obtenir sa libération. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que cette pression-là, cette pression dont il parle et ce soutien qui serait venu des Camerounais de l'étranger aurait pesé sur le président pour qu'il soit libéré, le professeur Maurice Kamto? Avant de répondre à votre question, je voudrais faire une observation. Oui. Le 13 novembre prochain, la France et le Cameroun célèbrent le 60e de leurs accords de coopération. Il faut être clair là-dessus. La France est un ami du Cameroun. Le Cameroun, aujourd'hui, la France a connu, il faut le rappeler, a eu 8 chefs d'État. Si je prends De Gaulle, je ne vais pas les citer tous. Professeur, allez-y rapidement parce que le temps nous tient à la gorge. Et je voudrais ici dire que cette France avait un devoir de protection parce que quand il dit les remercier qui? La base ou le MRC basse, n'oubliez pas quelque chose, M. Chanon. Allez remercier dans un contexte où notre mission diplomatique a été vandalisée. Notre mission diplomatique a été cassée. Vous ne dites pas un mot là-dessus. Alors, si vous nous dites qu'il a fait une tournée de remerciements, à l'effet d'aller remercier des personnes qui entretiennent le conflit au Nozo. Je pense ici à Tapan Aivo, qui est un terroriste qui vit aux États-Unis. Chris Anon, qui vit aux États-Unis, Ayabacho Lucas, qui vit aux États-Unis, et qui vit en Norvège, et vous venez nous dire, sur un plateau sérieux, ici, qu'il allait remercier cette diaspora qui entretient la guerre, qui tue et qui massacre. Je voudrais me permettre de vous dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez même pas compris l'enjeu qui consiste à déstabiliser le Cameroun à partir de l'extérieur, avec une personne qui n'a même pas gagné les élections et qui se bat pour reprendre le pouvoir par coup de force. Oui, répondez. Si vous aurez la possibilité. En quelques secondes, vous lui répondez en quelques secondes. Très simplement. Allez-y rapidement. J'ai dit ceci, que c'était une analyse personnelle, en disant qu'il est certainement, entre autres, allé dire merci. Remercier la base. Ah, je dis bien. Ceux qui ont cassé l'ambassade. Non, s'il vous plaît, dire merci. Et qui sont devant les tribunaux. Dire merci. J'ai dit dire merci, pas remercier. C'est pas la même chose en français. Oh, merci. Hein. Alors, attendez un peu. Donc, entre autres, ceux qui l'ont soutenu, qui ont demandé qu'il soit pas embastillé injustement comme il a été. Par la case. Deuxième chose, je vous réponds sur votre plateau, vous allez sur votre secteur. Vous savez très bien que les intérêts entre les amis n'ont pas, les pays n'ont pas d'amitié en tant que tel, comme vous le dites, ce sont les intérêts. Il y a trois choses. Vous l'apprenez à personne. Dites ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Trois choses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Trois choses se sont. Écoutez-moi bien. On ne fait que ça. Ça fera l'objet certainement de votre prochain coup à lyrique. Peut-être. Troisième, première chose. Il y a trois événements entre la France et le Cameroun qui se sont déroulés. La première, la dévaluation du franc CFA. Elle a été souhaitée. Changement de monnaie. L'Afrique centrale n'a pas répondu comme l'Afrique de l'Ouest. Laisse-moi terminer. C'est trois choses. Écoutez-moi pour un instant. Allons-y rapidement. Et vous savez très bien qu'en Afrique centrale, c'est le président Biya qui est le leader. Qu'est-ce que ça a à voir avec la deuxième chose. Répondez. Deuxième chose. Sujet, monsieur. Deuxième chose. Qu'est-ce que ça a à voir? Je vous réponds. Avec la deuxième chose. Vous avez dit quelque chose d'important s'est passé dans les relations économiques entre le Cameroun et la France. Oui. Comme n'écoute pas, je vous parle. Deuxième chose. Non, je vous parle à vous. Puisque c'est vous qui posez la question. Il ne veut pas apprendre. Il ne veut pas apprendre. Monsieur Chanon, deuxième chose. Vous avez bien vu que. Vous avez bien vu que. Oui, il m'a dit merci. Il y a eu un problème au port autonome de Douala. Il a dit que M. Bolloré est venu, elle a dit, attendez un tout petit peu. Vous êtes perdu, M. Bolloré, troisième élément, M. Le Drian s'est bien rendu au Cameroun. Pas le Drian, le Drian. Le Drian. Et alors actuellement, c'est pas M. Bolloré qui a le port. Troisième chose, et je termine là-dessus. Pierre Castel est venu au Cameroun, était bras dessus avec notre président. Et alors Quelle relation ça a avec la tournée de M.
les impôts. Il a 40 bûché, milliards. il a bûché Je cette ne parle pas de M. Camto. Je parle. Vous savez, quand on parle sérieusement, il tombe dans la diversion. On va analyser les vraies choses et vous ne voulez pas comprendre. Quoi? Parce que c'est trois événements qui font que. Il va Et comme je le disais à l'entrée de mon propos, oui. Les amis, c'est les intérêts. Et on vous parle de Camto. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Vous dites trois événements. Vous avez une fixation sur Camto. Nous allons marquer un premier arrêt. Vous avez une fixation sur Camto. Nous allons marquer un premier arrêt. Jean-François Chanon, vous permettez? Jean-François Chanon, vous permettez? Professeur de quoi? Vous êtes perdu. Jean-François Chanon. Jean-François Chanon, est-ce que vous permettez? Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse. Après le drame de Ngarbou survenu le 14 février dernier, des ONG, notamment Human Rights Watch, a rédigé un rapport sur le Cameroun, rapport sur lequel il incriminait les forces armées camerounaises, les forces de défense et de sécurité du Cameroun. La question que nous avons posée aux journalistes est celle de savoir ce que cherchent les ONG au Cameroun, sachant que ce n'est pas le premier rapport qui est rédigé sur le Cameroun. Et nous les écoutons dans la rubrique édito. Il ne faut même pas tenter de se demander, c'est la réalité. Ces ONG-là roulent effectivement pour l'enlisement et puis l'accaparement du Cameroun par d'autres forces. Vous savez que actuellement, avec la guerre au Nozo, c'est un bon tremplin pour salir l'armée du Cameroun qui est très résiliente. Et par là où ça va être facile d'envoyer peut-être une force des Nations Unies au Cameroun pour restaurer la paix, ce qu'ils n'ont jamais pu faire ailleurs. Chaque ONG a ses objectifs, ses moyens d'action, sa méthodologie d'action, de même que son chronogramme d'activité. Mais là, on se rend compte que il y a parfois des dessins inavoués. Lorsque vous jetez un regard notamment sur les événements qui se passent au Cameroun, vous constaterez qu'il y a des enjeux latents que les ONG veulent davantage atteindre. Je prends notamment le cas de Human Rights Watch, qui a notamment publié un ensemble de chiffres déterminés sur les exactions de l'armée camerounaise. Maintenant, nous qui sommes les scientifiques, on se questionne sur quelle est la méthodologie qui a été justement utilisée pour aboutir à de tels résultats. Compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest, compte tenu des défis auxquels le Cameroun doit répondre, et face à la montée des périls, on se serait attendu à ce que les ONG prennent fait et cause pour le Cameroun, pour son peuple, pour ses populations et pour son armée. Mais nous avons la nette impression que les organisations non gouvernementales font l'exact contraire de ce qu'il y a lieu de faire. Premièrement, est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été davantage menées de façon fiable et approfondie pour véritablement savoir qu'est-ce qui a été mené sur le terrain? Parce que se préoccuper davantage de focaliser l'attention sur les vidéos ou bien sur les scènes qui ont été davantage faites par rapport à tel ou bien à tel autre. Lorsque vous faites preuve de la confrontation entre le rapport qu'a fait le gouvernement camerounais cette semaine et le rapport de l'ONG, vous constaterez que il n'y a pas un ensemble d'indicateurs fiables et traçables vous permet davantage de savoir véritablement qu'est-ce qui a été mené comme enquête sur le terrain, de manière à savoir que voici le nombre de morts, voici tel qui a tué, ou bien voici tel qui a mené telle action sur le terrain. Lorsqu'on tue un soldat, ça ne dit rien. Lorsqu'on coupe la main à un ouvrier qui va aller travailler au champ, lorsqu'on chasse des élèves qui veulent entrer à l'école, ils ne s'en plaignent, ils n'en parlent jamais, ça c'est des non-événements. Et le comble c'est de dire qu'aujourd'hui que les Mbororo sont la milice civile des forces armées camerounaises, alors que les Mbororo sont les premières victimes, c'est les premiers occupants de cette partie du pays qui sont victimes tout le temps de pillages, d'exactions, de vols de bétail, mais tout ça ce n'est rien pour eux, alors on invente. Lorsque nous observons l'acharnement avec lequel ils traitent les dossiers du Cameroun, on se demande effectivement pour qui roule-t-il. La réponse est simple. Les ONG
ont certainement leurs propres objectifs à atteindre, mais elles peuvent être le bras armé de certains États ou de certaines structures nationales ou internationales pour dévier les causes pour lesquelles elles ont été créées. Aujourd'hui, on se questionne, est-ce qu'en réalité, les ONG roulent pour les nationales qui les financent au quotidien de manière à avoir un ensemble de préparation déterminé? Est-ce que les ONG sont des actions de déstabilisation d'un ensemble d'institutions de la République? Ces ONG-là savent effectivement pour qui elles roulent. Elles transforment les bourreaux en victimes et c'est ça le comble. Alors, vous venez d'écouter les journalistes sur cette question pour qui roulent les ONG. Alors, moi, la question que je voudrais vous poser sur ce plateau, le professeur Pascal Messanga-Miamding, c'est celle de savoir, de votre point de vue, est-ce que Women Rights Watch a été manipulé ou alors il s'agit simplement d'une erreur d'appréciation? Non, c'est une manipulation commandée. D'abord, je voudrais vous rappeler que les États africains ont connu l'esclavage, la colonisation et l'institutionnalisme. Les nouvelles stratégies, le nouveau déploiement des États puissants qui aujourd'hui contrôlent le monde est de nous sortir de la scène internationale. Or, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Regarde de la position du Human Rights Watch. C'est que nous voulons une communauté internationale inclusive, où on respecte la souveraineté des États, où on respecte l'insertion de l'État, où on respecte le statut de l'État. Ramenez à Human Rights Watch. Je voudrais déjà vous rappeler que vous avez des Camerounais qui existent à Douala et à Yaoundé, pour ne pas citer cette radio Balafon, qui ont appelé et ils ont dit qu'ils étaient vivants. Que contrairement à ce qui a été annoncé. Contrairement à ce qui a été annoncé. Ils sont vivants, c'est ce qu'ils disent. Ils sont vivants. Et puis, le dernier point, qui est important à rappeler, je m'étonne. Lorsque j'écoute ici l'analyse infranationale, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire de certains, et l'analyse supranationale, parce que n'oubliez pas qu'on a deux types d'acteurs qui interviennent dans ce type de conflit. Vous avez les acteurs bilatéraux, que sont les États, et vous avez les acteurs multilatéraux qui refusent de comprendre, pour certains, qu'il s'agit d'un État souverain dont le sacro-saint principe de territorialité, mais bien connu en droit international, est bafoué et qu'on oppose sur le territoire du Cameroun la position d'un gouvernement légal reconnu par les Nations Unies et la position des terroristes. Vous ne pouvez pas voir ça en France. Alors, vous ne pouvez pas voir ça aux États-Unis. Nous sommes donc en droit, au regard de ce rapport erroné, de reconnaître que, malheureusement, les États africains ne sont pas d'aussitôt libérés. Il faut convoquer la mémoire de l'histoire pour comprendre que nous sommes des sempiternels esclaves. Alors, Jean-François nous sommes des sempiternels dominés et c'est inacceptable. Jean-François Chanon, manipulation ou erreur d'appréciation de la part de Human Rights Watch? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'ONG neutre partout, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme. Enfin, il dit quelque chose d'intéressant. Allez-y, Jean-François. Non, c'est intéressant au moins. Alors, allez-y, Jean-François Chanon, allez-y. Non, c'est-à-dire que pour être plus sérieux, il n'y a pas d'ONG neutre dans le monde entier. Et moi, je crois que parfois, ça peut arriver. Les ONG sont... Vous voulez dire que les ONG sont parfois... Laissez-moi dire ce que je vais dire. Permettez-moi de poser la question. Oui, permettez-moi de poser la question. Est-ce que vous pensez qu'elles sont... Est-ce que vous pensez... Vous allez continuer. Je suis un être conscient et lucide intellectuellement. Est-ce que vous pensez que les ONG sont à la solde des grands groupes mondiaux, des multinationales ou bien des États? C'est la question que je voulais vous poser. Allez-y. Pas forcément. Pas forcément, parce que ça dépend des sujets importants. Je vais vous prendre le cas de coronavirus. Tout le monde sait qu'en fait, on parle de la chloroquine aujourd'hui, qui manque partout dans le monde entier. C'est parce qu'il y a des groupes de pression qui veulent vendre la chloroquine et qui parlent de coronavirus. Je ne veux pas dire qu'ici, sur ce plateau, qui est aussi sérieux, que le coronavirus n'existe pas.
Mais ça, et je dis que, et je répète ce que je dis, toutes les ONG en général, il n'y a pas d'ONG neutre. Il y a toujours des ONG qui obéissent à une idéologie. Et celle de Human Rights Watch, c'est notamment les droits de l'homme. Et ce que je conseille, et ne me coupez pas, c'est que l'on puisse exactement dire ce qui s'est passé à Ngarbou. Parce que notre gouvernement a dit une chose et le président de la République a dit une autre. C'est-à-dire qu'il faut une enquête approfondie. Et ça, c'est deux choses différentes parce que c'était déjà arrivé au Cameroun où on avait confondu à l'époque, notre gouvernement, évidemment, le massacre d'une maman et des enfants dans l'extrême nord. On avait dit qu'un ministre de la communication, que je salue d'ailleurs pour sa bêtise de l'époque, avait dit que ça s'est passé au Mali, c'était pas au Cameroun. Et après, enquête approfondie, on s'est bien rendu compte que c'était au Cameroun que ça s'est passé. Aujourd'hui encore, je pense que les auteurs de ces massacres-là sont en train de payer. Mais pour conclure de manière générale, pour ne plus reprendre la parole sur ce sujet, puisque on me traite, Messayanga et Amzing, de dire enfin quelque chose de sangé, je vais donc le surprendre parce que je vais dire quelque chose qui lui sera insensé. Pour qui roule le manque de vérité dans cette affaire? Le manque de vérité roule parce qu'on est dans un théâtre de guerre. Et moi, je pense, notre État, notre président a le droit de saisir la CPI, notamment pour tous ces terroristes, comme on les appelle ainsi, qui sèment la mort dans, dans le Nosso aujourd'hui. Il y a l'occasion de saisir, même si nous ne sommes pas signataires du traité de Rome, on a le droit, parce que la Côte d'Ivoire l'a bien fait. Et puis a envoyé un ancien président à la CPI. Mais je pense que, parce que notre gouvernement, et ça ce serait bien de le faire, professeur Charlemagne Messayanga, de saisir la CPI, la Cour pénale internationale, pour dire qu'effectivement il y a des criminels qui tuent les gens là-bas. Et il y aura une enquête complète pour savoir exactement qui de nos forces de défense ou qui des terroristes supposés, moi je préfère les appeler ainsi parce que pour déterminer qui sont des terroristes, il y a tout un processus. C'est entendu, c'est entendu. Ne me coupez pas. C'est entendu. Jean-François Sanon. On puisse le saler et dire effectivement qui sont. C'est une grave affaire qui se déroule là. Jean-François Sanon, on vous a entendu. Alors, professeur Pascal Messayanga, ne tirez plus. Professeur Pascal Messayanga, de votre point de vue, quel serait l'intérêt d'une ONG des droits de l'homme de vouloir à tout prix accabler l'armée camerounaise? D'abord, madame, le Cameroun, c'est une cible géopolitique et géostratégique. Vous savez, aujourd'hui, je vous fais remarquer une seule chose, au regard du temps qui nous est imparti. Lorsque les camions de drogue, les camions de sucre, le pétrole trafiqué et toutes sortes de trafics. Je vous assure, madame, sur votre plateau, vous allez vous rendre compte que ces camions ne sont pas attaqués. Problème de géopolitique et de géostratégique. De deux, je voudrais rappeler que les Bororo sont massacrés. Vous savez, les Juifs et les Noirs sont des peuples qui ont beaucoup souffert. J'ai encore la mémoire de la Shoah. Je vous assure, les cheptels sont incendiés, les familles sont harcelées, les femmes enceintes sont éventrées. Ce sont les populations. Je vous assure, madame, personne n'en parle. Ne personnalisez pas. Aujourd'hui, il y a un génocide en blanc. Troisièmement, je termine là. C'est dans ce jeu du massacre qui doit s'arrêter. Où aujourd'hui, on a sur le terrain des Libériens, des Nigériens. Vous savez, du point de vue je vous ai prévenu, hein. Vous avez à côté, il va dire quelque chose les rebelles, les anciens rebelles du Delta du Niger et tous ceux qui menaient les anciens combattants qui ont ici occupé notre espace, et on peut s'étonner d'une seule chose. Pourquoi? Et là, je voudrais citer le chef de l'État. La communauté internationale ne rapatrie pas ces gens qui financent et qui entretient cela. Est-ce que vous validez oui, la thèse du complot contre le Cameroun? Ce serait donc un complot de qui, en faveur de qui ou de quoi? Madame, les uns et les autres vous ont dit à plus d'un titre que le président Paul Biya devait partir. Et ces mêmes ne voulaient pas l'élection présidentielle. Ces mêmes n'ont pas voulu les élections législatives
et aussi, il faut le rappeler, est local. Alors nous sommes techniquement, là je convoque la technique de la science politique. Comment voudriez-vous qu'ils partent si on ne va pas aux élections? Le président Paul Biya a tendu la main. Il a demandé à tous ceux qui étaient dans la forêt de sortir. Certains sont sortis. Avec un accord inclusif, il y a eu le grand dialogue national. Oui, où nous avons reçu des personnalités comme Monseigneur Toumi et bien d'autres que je ne peux pas citer ici. On peut exactement, et nous sommes en droit de nous poser la question, pourquoi notre pays, mon pays, qui est attaqué par des terroristes, aujourd'hui, quand vous lisez ce rapport, et je termine là-dessus, la première ligne, Shannon a des meilleurs yeux que moi. Ils disent les forces gouvernementales. Donc vous validez vous validez la théorie du complot. Entretenu par certains compatriotes avides de pouvoir, à qui je vais dire quelque chose. Il va revenir à Kamto. Hein. À qui je vais dire quelque chose. Il va revenir à Kamto. À qui je vais dire quelque chose. Les Camerounais, notre peuple est un peuple patriotique. Le Cameroun et l'Algérie ont mené leur résistance. Personne, je dis bien personne, ne viendra à la place des Camerounais choisir ceux qui vont nous diriger. Ceux qui entretiennent ce complot, à travers des exactions, à partir des prétextes de marche, qu'ils sachent une chose, c'est que nous autres, Camerounais, et le peuple camerounais dans sa majorité est prêt, et s'il continue, Monsieur Shannon, je peux vous dire qu'ils nous trouveront en face. Messieurs, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse et nous allons écouter le ministre de la Communication qui affirmait cette semaine au cours d'un point de presse que le gouvernement détient des éléments de complicité entre Women Rights Watch et les terroristes au Cameroun. Nous l'écoutons. Dans le dit rapport, il est fait état, une fois encore, de façon totalement infondée, du meurtre de 21 personnes civiles, dont une femme et 13 enfants, dans une attaque armée menée le 14 février 2020, dans la localité de Ngarbou, département du Dongamantoum, région du Nord-Ouest. En outre, les forces nationales de défense et de sécurité ils sont accusés d'avoir incendié 5 maisons et commis de nombreux pillages et autres passages à tabac des populations, accompagnés en cela par plusieurs membres de l'ethnie Peul Mboro. Le gouvernement de la République rejette en bloc les allégations contenues dans ce rapport de Human Rights Watch. En tout état de cause, ce qui achève de convaincre sur la partialité absolue de Human Rights Watch dans l'élaboration de son rapport, ce sont les accointances avérées entre l'auteur du dit rapport et les milieux terroristes. L'interpellation le 24 février 2020 d'un dangereux terroriste sécessionniste dénommé Fort Yakubu et l'exploitation de son téléphone portable ont permis d'établir que l'intéressé entretient d'étroites relations de complicité active avec Madame Hilaria Aligrosi. C'est ainsi que dans plusieurs de leurs échanges par message téléphonique, cette dernière demande au terroriste, alors présenté comme un spécialiste du trucage d'images destiné à la propagande sécessionniste, au-delà de tous les crimes, violences et trafics illicites auxquels il se livre au quotidien, de lui fournir autant que possible, en les fabriquant de toutes pièces, des documents visuels, photographies et vidéos montrant les forces camerounaises de défense et de sécurité en train de commettre des violences sur des civils. Jean-François Shannon, vous avez écouté le ministre de la Communication qui relève là des faits plutôt graves de complicité entre Women Rights Watch et les terroristes qui opèrent, qui sèment la zizanie, la peur, la mort dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je crois au ministre de la Communication.
Je crois ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas les preuves du contraire par rapport à toutes ces déclarations. Je souhaite simplement qu'il ne soit pas démenti par rapport à cela. Parce que si tel est ce qu'il dit et ce qu'il est vrai, je suis très mal à l'aise de commenter ça parce que c'est d'abord mon grand frère. Et c'est pas parce que c'est mon grand frère que je ne donnerai pas mon point de vue. Je voudrais pas que demain, on dise le contraire de ce qu'il a dit et ça ne l'aidera pas. Alors moi, je crois à ce qu'il a dit et je trouve que c'est très grave que Human Rights Watch, qui est quand même une ONG partout on respecte dans le monde, pour un passé récent ou lointain, ait pu fabriquer un rapport sur la base, je dis fabriquer comme le ministre l'a dit tout à l'heure. Donc, je voudrais vraiment lui donner le crédit de sa parole. Alors, et je trouve regrettable qu'effectivement et sur ce que je disais au début, il n'y a pas d'ONG neutre. Et puis parfois, pour revenir, moi je me souviens, c'est important de le dire. Oui, allez-y rapidement. Je me suis souvenu quand même d'un ensemble d'ONG qui ont dit des choses assez difficiles. Quand moi j'ai vérifié en tant que journaliste, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi fondé que cela. Mais je dis que il y a une situation difficile et c'est le rêve de tous les Camerounais que cette guerre cesse. Elle doit cesser. Pour revenir à la thèse du complot qu'évoquait le professeur Pascal Msanga-Nyamdi tout à l'heure, est-ce que vous pensez que la France, à travers les propos de son président, est dans le camp de ces comploteurs-là contre le Cameroun? Non, c'est moi. La question est à Jean-François. Rapidement, vous répondez. C'est dommage. Allez-y, rapidement. Il veut parler. Allez-y, Jean-François Chanon, allez-y. Votre question était Est-ce que la France est complice? Voilà la question. Non, vous savez... Est-ce que la France est dans le camp? Est-ce que la France, pour revenir à la théorie du complot... Ces deux événements... Pour revenir, je vous réponds déjà. Voilà, pour revenir à la théorie du complot évoquée par le professeur Pascal Msanga-Nyamdi il y a quelques instants, est-ce que vous pensez que la France, et à travers les propos de son président, est du côté des comploteurs? Non, j'ai suivi les propos. Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux comme tant d'autres compatriotes et que j'ai analysé. Je me suis dit, bon, moi je n'ai pas trouvé vraiment quelque chose d'aussi méchant que cela, en dehors du fait que quelque chose d'assez maladroit, ce paternalisme qui dit que j'ai dit, je vais faire la pression, etc., etc. Non, pourquoi la France elle a tellement d'intérêt? Jusqu'à présent, je crois, c'est le premier partenaire économique du Cameroun, traditionnel, je le dis. Vous avez quand même évoqué un certain nombre de... Mais ce que on m'a pas laissé analyser. Pourquoi vous révoquez ça maintenant, Lucrèce? Quand j'ai voulu analyser, le propre des petits esprits, c'est que quand on va analyser, ils tombent dans la diversion. Et c'est ça, je n'ai pas dit que vous êtes petit esprit. Bon, moi, ça me dérange pas. C'est ça, parce que je vous ai dit que dans les relations entre la France, il y a eu 3 événements terribles et que je peux rappeler rapidement. Le premier événement, c'est la dévaluation du franc CFA. Elle a été souhaitée par la France et les faits ne me trompent pas aujourd'hui. Le changement de la monnaie d'une manière ou d'une autre, l'Afrique de l'Ouest a accepté, l'Afrique centrale ne l'a pas accepté. Et tout le monde sait que l'Afrique centrale, c'est le président Biya. C'est lui qui pèse en Afrique centrale et personne ne dirait le contraire. Et deuxième événement, il y a eu quand même l'affaire du port autonome de Douala. Et on a vu le ministre Le Drian venir au Cameroun et tous les médias, je suis menti à cela, on dit bien qu'il était question de cela parce que c'est les intérêts de la France. La réception a été bonne, mais aujourd'hui on voit bien que Bolloré n'a pas le port de Douala. Troisième élément, et pas des moindres, Pierre Castel est venu au Cameroun parce qu'on lui a dit qu'il y avait 40 milliards à payer. Et 40 milliards d'impôts à payer. Fondé ou non fondé, en tout cas, le chiffre a été avancé. Mais ça n'a pas changé. Le redressement est en cours et toujours. Et là, les Français qui ont leurs intérêts au Cameroun se disent que, mais attendez, c'est nos amis ou c'est pas nos amis? Et c'est ça que je dis que la sortie du président Macron n'est pas gratuite du tout. On va dire que c'est inélégant, c'est les rapports de force qui existent. Et ça, le professeur Msanga-Nyamdi sait très bien de quoi je parle à ce moment donné. C'est exprès de dire que j'ai fait pression sur le président Biya pour que le procès Kamto sorte, ce qui est vrai, puisque ça n'a pas été démenti officiellement. Deuxièmement, je vais mettre la pression sur le président Biya. Je vais l'appeler la semaine prochaine. Personne ne nous a dit si le coup de fil n'a pas eu lieu ou pas, pour que cesse cette guerre. Mais voilà, je me dis que ces rapports, et maintenant soupçonner la France,
de scier la branche sur laquelle, parce que vous savez quand même que si nous retirons en Afrique centrale et dans beaucoup d'États, et le professeur Henri va vous l'expliquer mieux que moi, si nous retirons nos avoirs à la Banque de France, les Français ne seront pas grand-chose. Ils n'ont pas intérêt à scier la banque sur laquelle ils ont assise. Alors, parce que c'est quand même l'Afrique noire francophone qui fait la puissance de la France d'une manière ou d'une autre. Il va arriver cette semaine au Cameroun une haute responsable du Quai d'Orsay ou bien de la France en tout cas, qui va tenir une conférence de presse à Douala, je crois le 4 mars, et qui sera à Yaoundé, à la résidence de France le 3 mars, pour parler du sommet Afrique-France. C'est entendu. Alors, et c'est pas gratuit tout ça. Professeur Pascal Messangagna me dit, si j'ai bien compris, Jean-François Chanon, cet incident de Paris n'est pas à prendre à la légère. Au-delà des émotions, il faut pouvoir lire entre les lignes, il faut pouvoir tirer toutes les leçons en cette phase délicate de l'histoire du Cameroun. Oui, madame, du point de vue des relations internationales, avec beaucoup de rigueur, il y a deux types de déterminants qui encadrent les relations entre l'Occident et singulièrement la France et l'Afrique. Certains disent, effectivement, c'est le paternalisme, c'est un pays colonial. Et le deuxième déterminant, c'est ceux qui disent non, ils sont ouverts. Mais lorsque vous voyez le processus de construction des relations entre la France et l'Afrique, vous vous dites quand même que le paternalisme demeure. Lorsque le président Mitterrand arrive au pouvoir le 10 mai 1981, il a ce mot. La France ne sera plus le gendarme de l'Afrique. On a vu l'opération Manta au Tchad, on a vu bien avant lui l'opération Balakou dans la République centrafricaine, initiée par M. Giscard. Mais lorsque vint, il faut le rappeler, entre autres, M. Sarkozy, mais je veux que Chanon se réveille. L'arche de Zoé, le président de la République française, parce qu'il avait affaire à des petits nègres, c'est normal. Il est allé chercher les otages qu'il voulait prendre. Et il les a ramenés en France, au vu au sud de tout le monde. Mais ce que j'ai dit, et bien avant. C'est bien ce que j'ai dit. Permettez-moi de allez-y rapidement. Dans le cas de on dit la même chose, je vous rejoins. Allez-y rapidement. Vous dites que vous étiez devenu lucide. Allez-y. Alors, sur ce dernier point, madame. Cet incident n'est pas à prendre à la légère. Cet incident rassure les Africains. Mais madame, pourquoi ça rassure? Et je termine là. Prenez toute la littérature africaine. Césaire, Fanon, Badi, Ferdinand Oyono, le vieux nègre et la médaille. Et puis, Mongo Betty, bien entendu. Allez-y. Vous allez vous rendre compte d'une chose. 5 siècles de racisme français. La déconstruction mentale des Africains s'est opérée autour de ce que le blanc dit. Pour preuve. Il y a deux types de Camerounais aujourd'hui. Observez bien la scène nationale. Ceux qui disent, oui, on va aller dire aux ONG, oui, on va les accuser chez Macron, oui, on va aller. Qu'ils aillent. Il y a un qui est allé en Europe et qui est allé aux États-Unis. Il a oublié d'aller en Australie, en Chine et en Asie. Moi, je pense que c'est le paternalisme là qui demeure. Et pour terminer, madame, en vous remerciant parce que vous nous avez donné l'opportunité d'éclairer l'opinion, je continue à penser que tant que l'Occident ne comprendra pas que les Africains également peuvent s'émanciper. Tant que la scène internationale n'est pas inclusive, parce qu'il y a encore l'affaire du jeu des armes. Qui fournit les armes? Madame, je termine en vous disant permettez-moi, madame, c'est important techniquement. En quelques secondes, s'il vous plaît. Vous savez, il y a eu l'embargo sur les diamants. Il y a eu l'embargo, à un moment donné, sur le pétrole libyen et ailleurs. Mais est-ce que vous savez que sur le terrain, le champ de bataille aujourd'hui, parce que nous sommes des nègres et des esclaves, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, ce sont ces grands États qui fournissent toutes ces armes. Alors, pour revenir au Cameroun, professeur, et on va sortir par là. Que doit faire le Cameroun? Je lisais, en préparant cette émission, l'un de vos collègues dans les colonnes de Mutation qui disait ceci: il faut anticiper au risque d'être pris par surprise par ces forces de stabilisation qui, elles, s'organisent et innovent au quotidien. Il faut sortir de la posture victimaire dans laquelle certains veulent enfermer et endormir le Cameroun et les Camerounais face à une communauté internationale dont le cynisme et le sens poussé de ses intérêts priment sur toute autre considération. Je suis d'accord. Oui, madame, je suis d'accord aussi, et je vous donne 2 réponses en 30 secondes. La première, il faut repenser nos stratégies gouvernementales.
la gouvernance a été mauvaise. Le casting des cadres a été mauvais. La gouvernance de qui? Le régime que je soutiens, par sectoriel. Écoutez-moi, on est sérieux ici. Et je pense que il faut qu'on ait le courage de dire à un moment donné que on a banalisé à un moment donné dans ce pays les compétences. Et il faut dire que il faut un nouveau déploiement des cadres et des agents qui soutiennent la politique du chef de l'État. Aussi bien au sein du parti, où il y a beaucoup de désordre en ce moment, le parti au pouvoir, et puis aussi bien au sein du gouvernement, où il y a eu beaucoup de voleurs, beaucoup de bandits. Deuxièmement, il faut repenser nos stratégies. Madame, permettez-moi la main sur le cœur, je ne dénigre pas la CRTV. À quoi sert CRTV Info? Permettez-moi, laissez-moi permettez-moi de chuter. Non, madame, ça veut dire que vous me censurez. Non, oui, je vous m'avez demandé des solutions. Et vous ne voulez pas que je vous dise que CRTV doit donner les caméras pour qu'on montre que les gens tuent. Madame, c'est en votre faveur. Non, professeur. Je pense que, madame, non. Je vais le dire. Je vais le dire parce que, madame. Je vous permets pas. Vous devez amener vos caméras. Non, professeur, je vous permets pas. Professeur, la CRTV fait ce qu'elle peut. La CRTV fait ce qu'elle peut. Professeur Messanga Yanding. Il faut le dire. Professeur Messanga Yanding, la CRTV fait ce qu'elle a à faire et elle le fait plutôt bien. Oui, elle fait tout ce qu'elle a à faire et elle le fait plutôt bien. Madame, messieurs, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de scène de presse. Professeur, tout pour que ça change. Est-ce qu'on peut me permettre de continuer? L'opinion internationale n'est pas suffisamment informée de ce qui se passe au Cameroun. Est-ce que vous pouvez maintenant nous permettre de continuer? Il y a des terroristes chez nous. Est-ce que vous pouvez me permettre de continuer? Je vous permets, madame. Vous permettez? Oui, je permets en vous disant qu'on n'est pas suffisamment informé sur les exactions des terroristes. Mettez-vous au travail à la CRTV. Merci. Je pense que jusque-là, la CRTV fait son devoir et elle fait ce qu'elle a à faire et elle va continuer à le faire. Merci. Sinon, vous ne serez pas là, professeur. Messieurs, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de scène de presse pour revisiter les faits majeurs de la semaine. C'est dans cette revue de presse que signe Franck Evina. Élection municipale, le processus se poursuit. Cameroun Tribune nous apprend qu'une fois les exécutifs communaux des 360 communes d'arrondissement mis sur pied, on passe à la désignation des maires des villes conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Sibamenda, Bafoussam et Limbe ont quelque peu pris de l'avance en élisant les leurs le 25 février dernier. Le quotidien national bilingue indique que c'est mardi prochain qu'on vivra la suite des opérations dans les 11 autres villes qui étaient jusqu'ici dirigées par les délégués du gouvernement. Cette étape s'annonce tumultueuse, à en croire Mutation qui signale déjà du grabuge autour de l'élection des grands conseillers devant siéger à la mairie de Douala. Ça s'annonce aussi chaud dans le sud où la formule du consensus instauré par le comité central du RDPC ne fait pas l'unanimité selon le quotidien de la rue de l'Aéroport. D'après Le Jour, ces élections sous fond de tension déchirent le parti au pouvoir. Le quotidien bleu affirme que dans certaines localités, les populations s'opposent viscéralement au choix du parti. Le cas à Makenene où les habitants de Nyokon ont paralysé pendant plusieurs heures la circulation sur la nationale numéro 4 pour protester contre le nouveau maire. Contestation également à Makba, où le maire réélu est accusé de corruption par 10 conseillers RDPC. Heureusement pour Dieudonné Mbouenne, qui dénonce une machination, ces accusations ne font pas l'objet d'un contentieux devant les juridictions, comme ces élections législatives, à reprendre dans 11 circonscriptions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Cameroun Tribune précise que cette décision du Conseil constitutionnel fait suite au recours introduit par le Social Democratic Front, raison invoquée par le SDF pour l'invalidation des élections, l'absence des opérations électorales dans certaines localités du fait de l'insécurité, lit-on dans Mutation. Sont concernés par ce nouveau départ 6 partis politiques pour 13 des 180 sièges que compte l'Assemblée nationale. Avec ces législatives partielles, ce qui va se passer concrètement au niveau d'Elections Cameroun est expliqué dans Cameroun Tribune par le directeur général de l'ECAM. Il sera précisément question de rapprocher les centres de vote des électeurs.
La revue de la presse était sur la scène. De nouveaux invités sur le plateau de Scène de presse, Jean-Robert Wafo, qui est membre du Shadow Cabinet, le professeur Edmond Biloa, qui est l'un des communicants du comité central du RDPC. Bonsoir, professeur, et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Lucrèce. Merci de m'avoir invité. En face de vous, comme je l'ai dit, Jean-Robert Wafo, qui est membre du Shadow Cabinet en charge de l'information et des médias. Tout à fait. Merci d'être venu sur le plateau de Scène de presse. Alors, vous avez suivi la première partie de cette émission. Quelle est la lecture que le SDF fait de cette charge des ONG, des droits de l'homme contre les forces de défense et de sécurité camerounaises? Non, mais d'abord, il faut dire que ces ONG sont dans leur rôle. Bon, maintenant, est-ce que le rôle est en train d'être, a été bien fait? Est-ce que les investigations qui ont été rapportées par Human Rights Watch sont fondées? Mais tout de même que dans le rapport de Human Rights Watch qui a été rendu public, cette ONG fait état de ce que elle a voulu approcher les autorités gouvernementales qui n'ont pas daigné accéder à cette sollicitation. Et si cette information est vraie, cette information contenue dans ce rapport est vraie, ça veut dire que je pense pour ma part que le gouvernement a fauté, parce qu'il faut toujours communiquer. Ça, c'est d'un. De deux, je me dois à la vérité également de dire une chose. C'est qu'il y a une passivité gouvernementale en matière de communication. Et en même temps qu'il y a une cacophonie. Parce que, voyez-vous, nous avons vu le même jour le porte-parole de l'armée faire un communiqué, le ministre de la Défense, le ministre délégué à la Défense, le délégué à la présidence chargé de la Défense faire un autre communiqué, et le lendemain, le ministre de la Communication a fait un autre communiqué. Bon, ça peut trahir, ça peut s'entendre comme étant une espèce de... Est-ce que ces communiqués n'étaient pas complémentaires? Non, mais écoutez, c'est-à-dire que le gouvernement doit parler d'une seule voix. Pour ne pas qu'on ait l'impression qu'il y a un désarroi chaque fois que le premier communiqué est donc rendu public, le deuxième, ce qui fait rapidement apparaître un troisième communiqué. Et puis en plus, il faut anticiper. En période de crise, avec l'avènement des réseaux sociaux, le gouvernement gagnerait à être proactif. Parce que les militaires camerounais, c'est-à-dire l'armée camerounaise, a été la première à être informée de ce qu'il y a eu tuerie là-bas. Bon, mais maintenant, quand vous êtes informé, vous faites un communiqué de presse pour annoncer, n'est-ce pas, le drame qui s'est produit. Et dans ce communiqué de presse, vous rappelez les canons, tout simplement en matière. C'est-à-dire que, donc en situation de guerre, et vous promettez que la lumière sera faite sur ce drame et les coupables seront sévèrement sanctionnés. Si, dès le départ, le gouvernement de la République avait fait un communiqué dans ce sens, il n'y aurait pas eu de tergiversation, il n'y aurait pas eu d'interprétation, etc. Et puis, comme si ça ne suffisait pas. Nous avons vu, n'est-ce pas, le ministre de la Communication annoncer qu'il y aura une commission d'enquête nationale qui sera mise sur pied. Mais malheureusement, ça intervient quand? Ça intervient après une prise de parole de sa part où il indiquait que les allégations, donc il parlait d'allégations infondées s'agissant du rapport de Human Rights Watch. Mais maintenant, si ceux qui sont en charge de cette enquête nationale se rendent compte qu'il y a certains éléments contenus dans le rapport de Human Rights Watch qui sont vrais, ces enquêteurs ne pourront pas mettre ça dans le rapport de la commission nationale. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Peut-être qu'il faut attendre les résultats de cette enquête. C'est la raison donc pour laquelle je dis il faut professionnaliser la communication gouvernementale, notamment en période de crise et surtout quand il y a la guerre. C'est extrêmement important parce que personne n'a intérêt que l'image du Cameroun soit traînée dans la boue pour quelques manquements, que ce soit encore que j'estime que c'est des manquements mineurs parce que la communication en période de crise, en période de guerre, il y a des spécialistes dans ce pays, il y en a qui savent bien le faire, il suffit n'est-ce pas, de les mettre en action, c'est tout. Professeur Edmond Biloa, sur cette question? Je note qu'après les réactions des membres du gouvernement, Human Rights Watch a retiré son rapport des réseaux sociaux, ce qui est une indication que cette ONG internationale reconnaît elle-même qu'il y a des problèmes avec ce rapport.
Sinon, elle ne l'aurait pas retiré. Je dis également, en réponse à ce qu'a dit le ministre du SDF, que les membres du gouvernement sont dans leur rôle. Ils doivent rétablir la vérité. Lorsque celle-ci a été pervertie, comme c'est le cas avec le rapport de Human Rights Watch, ils sont dans leur rôle. Ils doivent communiquer pour les Camerounais et pour la communauté internationale. On ne peut pas faire l'économie de ces réactions-là. Et je dis également que le Cameroun est dans son rôle. Quand le Cameroun dit qu'il va mettre sur pied une commission qui va faire la lumière sur les événements qui se sont passés. Donc je pense que les membres du gouvernement qui sont intervenus, le ministre de la Défense, chargé de la Défense, et le ministre de la Communication, ont bien fait de rétablir la vérité. Alors, messieurs, nous allons parler d'autres choses. À présent, des élections à reprendre. Oui, en quelques secondes. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas communiquer. Mais il faut se concerter avant de communiquer. Il faut faire l'économie d'une succession de communiqués. Parce que ça laisse transparaître qu'il y a une relative fébrilité, une frilosité, n'est-ce pas? Je ne parlerai pas donc de désarroi, mais je dis il faudrait professionnaliser dans la communication gouvernementale, notamment en situation de crise. C'est entendu. Nous savons très bien qu'il y aura malheureusement Jean-Robert Wafo, vous l'avez déjà dit, et ça a été noté. Et j'espère que le gouvernement tirera les conséquences, n'est-ce pas, de cette communication qui n'a pas du tout rassuré l'opinion. C'est vous qui le dites. C'est entendu. Je parlais donc d'autre chose, des élections à reprendre dans 11 circonscriptions, pratiquement dans la même région, c'est-à-dire 10 dans la seule région du Nord-Ouest et une dans la région du Sud-Ouest. C'est inédit. Jean-Robert Wafo, dites-nous, que s'est-il passé? Non, mais il s'est tout simplement passé que le Conseil constitutionnel a désavoué le gouvernement de la République et les CAM. C'est-à-dire tout en donnant raison au SDF. Parce que, voyez-vous, Lucrèce, avant la convocation du corps électoral, le SDF n'a eu de cesse de dire que tel que les événements se déroulaient dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il était pratiquement impossible que les élections se tiennent dans ces deux régions dans des conditions adéquates. Des gens ont fait comprendre que non, on peut tenir des élections là-bas. Le SDF, justement, prouve à la face du monde qu'il était normal de participer à ces élections. Parce que pour faire une requête, ou alors recours à la Cour suprême, au Conseil constitutionnel, il y a deux choses qu'il faut avoir. Il faut avoir qualité, il faut avoir intérêt. Alors pour avoir qualité et intérêt, il faut bien que vous participiez à ces élections. Nous y sommes allés. Parce que il fallait sauver la République. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Lucrèce. Si le SDF avait pris l'option de ne pas participer à ces élections, je crois que le pire serait en train d'arriver dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui. Parce que c'est extrêmement important. Et nous avons donc fait ce pari. Nous sommes allés à ces élections. Vous avez bien vu Elecam qui a délocalisé des bureaux de vote pour les chefs-lieux des régions. Jean-Robert Wafo, vous avez parlé du contexte dans lequel ces élections se sont déroulées. Alors, ces élections vont à nouveau se dérouler pratiquement dans les mêmes conditions et le SDF participera à ces élections. Qu'est-ce qui aura changé entre le 9 février et les 20 ou les 40 prochains jours? Les conditions seront-elles les mêmes ou pas? Je vais répondre à cette question tout simplement en disant ceci. Il n'incombe pas au SDF d'assurer le développement normal et pacifique des élections dans les deux régions. C'est une mission, c'est une tâche qui incombe constitutionnellement à l'État du Cameroun, qui est en charge d'assurer la protection des personnes. C'est pas le SDF, c'est l'État du Cameroun. C'est pas le SDF qui organise ces élections. C'est pas le SDF qui assure la protection des personnes et des biens. C'est pas le SDF, c'est une tâche qui est constitutionnellement dévolue, comme je l'ai dit, à l'État du Cameroun. Bon, ben maintenant, puisqu'il faut répartir à ces élections, si l'on s'en tient, n'est-ce pas, au code électoral qui dispose que après la proclamation, bref, après l'annulation d'un scrutin, la reprise se fait dans les 20 jours au moins et 40 jours au plus qui suivent cette annulation. Mais le SDF a déjà marqué sa
sa participation. Le SDF a déjà marqué sa participation en déposant les listes. Oui. Et je vais même plus loin. Parce que ce qui s'est passé, Lucrèce, permettez-moi de chuter. Allez-y. Parce que nous sommes dans une situation extrêmement grave dans ce pays. Si nos camarades d'autres circonscriptions n'avaient pas été influencés, bref, n'avaient pas été intimidés, n'avaient pas fait l'objet de chantage, de menaces et de tentatives d'assassinat, au point de dire, OK, nous ne nous présentons pas. Ça reviendrait à dire que le SDF, si le SDF avait présenté des listes dans toutes les circonscriptions, dans le nord-ouest et le sud-ouest, le Conseil constitutionnel aurait annulé les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et ça aurait eu des conséquences politiques extrêmement graves, en ce sens que ça aurait acté la sécession. Et je dis, le Cameroun gagnerait, du moins pour ceux qui sont quand même doués de bonne foi, gagnerait à féliciter plutôt le SDF qui a mis à nu le fait qu'il y a des problèmes sérieux dans le nord-ouest et le sud-ouest. D'abord, ils n'ont même pas de choix parce que le Conseil constitutionnel, à l'unanimité de ses membres, a clairement indiqué que dans les 11 circonscriptions qui correspondent à 13 sièges, il faut reprendre. C'est entendu. Alors, professeur Edmond Biloa, est-ce que ces questions sécuritaires évoquées par Jean-Robert Wafo suffisent à elles seules à expliquer, j'ai envie de dire, cette débâcle du SDF dans le nord-ouest, dans sa base électorale? Mais qu'est-ce que vous entendez même par débâcle d'abord? Permettez qu'il c'est ma question, et elle est adressée à monsieur Edmond, au professeur Edmond Biloa. Allez-y rapidement. Vous pourrez revenir après. Je vais reprendre très rapidement, Lucrèce, à votre réponse, à votre question. Mais je suis heureux que Jean-Robert Wafo reconnaisse que le Conseil constitutionnel a fait son travail, parce que d'habitude, ils disent que le Conseil constitutionnel est à la solde de l'État du Cameroun. Pour les deux régions du Nord-Ouest et du Sud. Bon, alors, si le Conseil constitutionnel a bien fait son travail, c'est la preuve débat. Que le Conseil constitutionnel n'est ni à la solde du RDPC, ni à la solde du gouvernement. Maintenant, pour répondre à votre question, Lucrèce, les résultats que le SDF a connus aux législatives depuis 1997 montrent très clairement que l'influence du SDF s'est effritée comme peau de chagrin, élection après élection. En 1992, le SDF ne s'est pas présenté, ils avaient boycotté les élections de mars 1992. Néanmoins, ils sont allés à la présidentielle de octobre 1992. Et en 1997, ils sont présentés aux législatives et ils ont reçu 43 députés. 5 ans après, c'est-à-dire en 2002, ils sont passés de 43 députés à 22 députés. 5 ans après, c'est-à-dire en 2007, ils sont passés de 22 députés à 16 députés. En 2013, ils ont eu 18 députés. Et aujourd'hui, en 2018, si on fait abstraction du nord-ouest, des circonscriptions et du Lébialem au sud-ouest, ils ont jusqu'à présent 5 députés. Vous voyez que, année après année, élection législative après élection législative, l'influence du SDF s'est amoindrie énormément. Et on ne peut pas mettre ça sur le dos de la situation qui prévaut aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que la situation qui prévaut au nord-ouest et au sud-ouest, on peut la dater à la fin de l'année 2016, à la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017. Donc, les problèmes auxquels le SDF fait face aujourd'hui sont d'abord des problèmes internes. On va y revenir. Jean-Robert Wafo, je voudrais que vous réagissiez à ces propos du professeur Edmond Biloa en nous disant qu'est-ce qui pourrait expliquer ce que je vais appeler sur ce plateau l'essoufflement du SDF. C'est effritement. Bon, je parle d'essoufflement. Moi, je préfère parler d'essoufflement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet essoufflement? Vous n'y croyez plus? Ce qui explique ça est simple. Et le gouvernement de la République a même répondu à cette question, à cette préoccupation, en faisant passer l'organisation des élections, en faisant passer ça du MINAT à ONEL 1, ONEL 1 à ONEL 2, puis ELECAM 1, je crois que c'est ELECAM 2. Oui. C'est la preuve que la sincérité du scrutin n'était pas de mise.
Voilà une réponse simple. Les élections étaient plus sincères. L'année où vous avez obtenu plus de 40 députés. Si les élections étaient bien organisées, en toute sincérité, on n'aurait pas besoin de passer à ces différentes étapes. Donc le gouvernement lui-même, en posant ces actes de faire passer, on passe du Minat à ONEL 1, ONEL 1, ONEL 2, ONEL 2 et les camps, le gouvernement lui-même a répondu à votre préoccupation, à savoir que les organisations, que les élections ne sont pas bien organisées au Cameroun. En 97, vous avez obtenu 43 députés. Je vous en prie. J'ai répondu à cette question en prenant l'exemple sur votre propre, sur le gouvernement auquel vous appartenez. Parce que si le scrutin était sincère, on n'aurait pas eu besoin de passer de ONEL 1, de Minat à ONEL 1, de ONEL 1 à ONEL 2. Non, mais écoutez, le processus a été amélioré, ce qui est normal. Mais pourquoi on l'améliore? La gouvernance comme la société dont on parle sont dynamiques. Est-ce qu'on améliore quelque chose qui marche bien? Est-ce que vous connaissez un processus électoral au monde qui est statique? Non, mais il y a des processus. Il n'y a aucun processus électoral au monde qui est statique. Non, dans les grandes démocraties. Donc, dans toutes les grandes démocraties, vous savez bien qu'aux États-Unis, après l'élection de George Bush fils, il y a des choses qu'on a changées. Il y a des choses qu'on a changées. Écoutez. Cela étant dit, si le processus a été amélioré, vous devriez avoir de meilleurs résultats. C'est mon temps de parole. Mais au contraire, on note que vos résultats vont de mal en pire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je veux dire la deuxième cause, c'est la désaffection du peuple camerounais pour la chose politique. Et cette désaffection est de votre fait. Parce que vous avez réussi l'exploit de faire comprendre au peuple camerounais que, quel que soit ce qu'il pourra faire, vous allez vous imposer de force. Et c'est clair, parce qu'on ne peut pas m'expliquer, professeur Biloa, qu'un oppressé, ou alors qu'un opprimé, puisse voter pour son oppresseur. Qui est l'oppresseur? Mais écoutez, ce sont qui est l'oppresseur dans ce cas-là? Mais l'oppresseur, ce sont ceux qui sont au pouvoir. La mauvaise gouvernance, la misère qui ne cesse d'augmenter, l'emploi qui est devenu, non, le chômage qui est devenu endémique. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas dire au Cameroun, ça fait du gouvernement, le SMIC aujourd'hui est à 36 200 francs. Monsieur Jean-Robert Weffo, pourquoi les gens ne votent-ils pas pour le SDF? C'est ça la question. Vous croyez que les gens votent pour le RDPC? Pourquoi de moins en moins de gens votent pour le SDF? Quel est le taux de participation? 43%. Je voudrais savoir, oui, 43%. professeur. Alors, pourquoi? Vous avez un taux de participation officieux? Mais écoutez, professeur Biloa, il faut faire attention. Le Cameroun est à la croisée des chemins. On n'a plus besoin de la propagande. Cette propagande est des PCs qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Moi, je voudrais que nous revenions sur ce qualificatif que vous avez employé. Jean-Robert Wafo. 9 000 voix. Jean-Robert Wafo. De 700 000 habitants. Jean-Robert Wafo. Vous allez me dire que vous avez une légitimité? Je voudrais que nous revenions sur ces propos. Je voudrais que nous revenions sur ce qualificatif que vous avez employé. Permettez, de Douala, qui a eu 5 à 5 000 voix. Il a été élu avec 5 à 5 000 voix. Donc vous êtes d'accord qu'il y a une désaffection? Est-ce qu'il est légitime, lui? Donc vous êtes d'accord qu'il y a une désaffection? Il est légitime, lui, parce qu'il est du SDF. Mais quand sont les députés du RDPC, ils ne sont pas légitimes. Au moins là, on se rejoint parce que la question fondamentale est celle-ci, monsieur Jean-Robert Wafo. Et la troisième chose. Pourquoi les gens ne votent plus pour le SDF? La troisième raison. Le SDF est en passe de devenir un parti communautaire. C'est-à-dire que le SDF n'est élu qu'au nord-ouest, au sud-ouest, et un peu dans le Vouri. Mais il pose un problème fondamental. Je vais vous dire. Oui. Il pose un problème. Il dit qu'il ne comprend pas comment les populations du nord-ouest et du sud-ouest qui sont opprimées ont pu voter pour ceux qu'ils considèrent comme étant des oppresseurs. Oui, mais les populations sont... Qui est oppresseur dans ce cas-là? Je vais vous dire pourquoi il y a une telle désaffection du SDF dans les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que les élus du SDF, au lieu de représenter la base du parti, se sont embourgeoisés, sont venus s'installer à Yaoundé, se sont enrichis, ils sont devenus ce que le professeur Fonlon de regretter mémoire appelait de Yaoundé bourgeoisie, ne se préoccupant pas
des problèmes de la base. Alors, ils ont été sanctionnés par la base. Ils sont aujourd'hui un peu comme sanctionnés. le RDPC a été sanctionné dans certaines circonscriptions. Mais quand vous n'êtes pas près de la base vous sanctionne. C'est évident. Et aujourd'hui, le problème du SDF est plus important que le problème du RDPC parce que le SDF est en passe de devenir un parti communautaire qui ne sera représenté qu'au nord-ouest et à Vouri-Est à Douala et peut-être à Vouri-Centre. Mais le SDF était représenté à l'ouest. Le SDF n'a rien eu à l'ouest. Je reviens à ce que j'ai dit au départ. Les problèmes du SDF sont dus à la façon dont le SDF est géré à l'interne. Le SDF a fait partie à cause de leur fameux article 8 alinéa 2 qui dit en substance que si vous militez contre les intérêts du parti, vous vous auto-excluez du parti. Beaucoup de gens sont partis du parti. Pierre Kouemo qui est allé créer l'UMS dans le Honkam et qui a aujourd'hui 2 députés et qui contrôle 2 mairies dans le Honkam, c'est un ancien du SDF. Bernard Mouna, c'est un ancien du SDF. Maïdadi Sadou, qui est aujourd'hui député suppléant de l'UNDP dans la partie septentrionale du Cameroun, c'est un ancien du SDF. Kawala, c'est un ancien du SDF. Les gens sont partis du SDF et le SDF a perdu un petit de son aura populaire. Le discours populaire et populiste du SDF des années 90 ne peut plus passer. C'est entendu. Le SDF a vu son influence se dégrader considérablement. Mais vous êtes en l'université. Hein? Oui, et si le SDF ne fait pas attention, je pense que si le SDF ne fait pas attention, le SDF est en passe de disparaître. Jean-Robert Wafo, Jean-Robert Wafo, le SDF souffre-t-il d'une absence de démocratie à l'intérieur? Non, il y a la démocratie au SDF. Nos responsables de structure sont régulièrement élus. Le dernier congrès, nous avons procédé à l'élection, de nos responsables, et c'est sur la base du bulletin de vote unique. Nous avons voulu montrer à l'État du Cameroun qu'on pouvait organiser des élections avec un bulletin de vote unique. Alors, qu'est-ce qui explique cet essoufflement dont parle le professeur D'abord, les arguments qu'il a avancés sont fallacieux. C'est-à-dire, j'ai comme impression que on lui a imposé une dictée préparée. Non, apportez des arguments contraires. Je vous en prie. Allez-y, je l'ai écouté parler. Allez-y, Jean-Robert Wafo. Donc, ne m'interrompez pas. Allez-y, Jean-Robert Wafo, vous avez la parole. Donc, je dis bien ceci, j'ai l'impression que on lui a préparé une dictée et puis il est venu ici, au lieu de faire même l'effort de l'améliorer, il ne le fait pas du tout. Je vais vous dire une chose. Pourquoi vous avez peur d'organiser un scrutin avec un bulletin de vote unique? Nous savons très bien ce qui se passe durant les élections. Qu'est-ce qui se passe? Et vous violez même les lois de la République. Qu'est-ce qui se passe durant les élections? Mais écoutez, il y a les achats de conscience. Ce sont des allégations sans fondement. Mais il y a la corruption active. Je viens de suivre un reportage à la CITV, où même déjà, parmi les conseillers municipaux déjà élus, chez vous, on parle de la corruption. Je dis en intérieur, je dis en interne. Au sein d'un conseil municipal, c'est pas moi qui ai fait le papier. Alors quand vous êtes donc en externe, combien de fois vous multipliez ce genre de perversion? Oui, c'est ce qui... c'est ce qui vous anime. Et quand vous vous permettez de dire, c'est pas des allégations. Nous avons demandé depuis. Mettez sur pied, on a dit que revisitons le code électoral, que ce soit consensuel. De quoi avez-vous peur? Introduisez par exemple le bulletin de vote unique. De quoi avez-vous peur? Ça va coûter moins cher. Nous n'avons peur. Vous avez peur parce que... C'est ça qui va vous donner des militants à l'ouest. Vous avez parlé durant... C'est ça qui va vous donner des militants au centre. Ne vous avez parlé durant... Tous vos militants sont partis. Je n'ai pas répondu. Ça. Et je vais dire... Pourquoi vos militants s'en vont-ils? Pourquoi vos militants s'en vont-ils? Parce que quand il n'y a pas de bulletin de vote unique, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de l'État qu'ils volent? Ils partent redistribuer ça aux électeurs naïfs. Ils disent, OK, si tu me ramènes le bulletin de vote des adversaires, tu auras 5 000 francs, tu auras 10 000 francs. C'est comme ça que vous... Attention, monsieur Wafo. Ce sont des allégations sans fondement. Attention, est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites là? Dans un bureau de vote, on a la possibilité de sortir
avec les bulletins de vote. Puisque ça se fait. C'est pas vrai. Puisque ça se fait, ça monsieur. Ça ne peut pas se faire. On a vu des bureaux. Vous ne pouvez pas sortir avec des bulletins de vote d'un bureau de vote. On a vu des bureaux Et de où vote se trouvent vos représentants pendant ce temps? Puisque vous allez dans l'isoloir. Où se trouvent vos représentants? Écoutez, Lucrèce. Où se trouvent vos représentants pendant ce temps? Je crois que vous avez déjà eu à participer à un vote. L'isoloir, quand vous allez dans l'isoloir, vous êtes censé mettre les bulletins de vote que vous n'avez pas choisis dans le sac à rebut. Quand vous ne le faites pas, qui peut contrôler? Personne. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé qu'il y ait un bulletin de vote unique. Et ils refusent. Pourtant, le Cameroun est en crise et ça coûte moins cher. Et puis, je veux vous dire... Mais que faites-vous de la conscience des électeurs? Ils n'ont pas de conscience, les électeurs? Mais écoutez, on a atteint un stade où le pouvoir en place a organisé sciemment la désaffection. Parce que les populations aujourd'hui au Cameroun ont comme impression... Je parle de l'électeur, de celui qui est déjà dans le bureau de vote. Non, je parle de celui qui est déjà dans le bureau de vote. Écoutez, il n'a pas de conscience? Écoutez, le chômage est endémique. Ils sont tentés par ça. Et c'est la raison pour laquelle, fort heureusement, la majorité est restée digne. Ils ont préféré dire, OK, soit on vote, n'est-ce pas, pour l'opposition, ou alors, comme ça ne changera rien, parce qu'il y a aussi ce problème. Quand bien même vous êtes élu, à un moment donné, vous vous rendez compte que ce que vous avez même élu n'apporte aucun changement. Parce que c'est pour ça que le SDF est sanctionné. Parce que tout est puisque décidé, vous n'apportez aucun changement. Parce que tout est décidé depuis Yaoundé. Et ceux qui seront Yaoundé, où se trouvent également les élus du SDF? Oui. Mais écoutez, qui sont venus s'installer ici? Mais ils se sont installés à Yaoundé. Pourquoi? Mais professeur Biloa, est-ce que vous êtes capable d'aller dans le Ngoketunja en ce moment précis? Mais vous êtes dans le confort d'un studio climatisé et vous dites n'importe quoi. Vous pouvez aller là-bas. On a vu des convois des gouverneurs être attaqués. On a vu le convoi du ministre de la Défense être attaqué. Est-ce qu'avant ces élections... On a vu des gens égorgés. Est-ce qu'avant ces élections... Vous pouvez y aller. Jean-Robert Wafo, est-ce que où résidait... Cessez de vous moquer. Je vais vous dire une chose, professeur Bilo. Cessez de vouloir banaliser ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je dis, méfiez-vous. Nous déplorons tous ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Et ces gens et nous sommes honnêtes. Vous regardez. Nous sommes honnêtes quand nous déplorons ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Vous, au SDF, et qui a créé cela? On ne sait jamais sur quel pied danser avec vous. C'est-à-dire? Vous êtes des chauves-souris. Le jour, vous êtes avec nous en prétendant que vous êtes un parti républicain. La nuit, vous êtes avec les groupes armés du nord-ouest et du sud-ouest. Vous entendez si bien que des déclarations très graves. On vous accuse de duplicité avec les groupes armés du nord-ouest et du sud-ouest. Des déclarations très graves là. Puisque le chairman de votre parti s'est proposé pour faire la médiation entre les groupes armés et le gouvernement du Cameroun. Comment pourrait-il faire la médiation entre les groupes armés J'ose croire que vous êtes encore professeur d'université. S'il n'est pas proche des groupes armés. La Suisse, est-ce que vous écoutez, avez des éléments? la Suisse qui a proposé permettez-moi d'organiser ce dialogue entre le pouvoir Jean-Robert et Wafo. les sécessionnistes. Ça veut dire que la Jean-Robert Suisse Wafo est avec les sécessionnistes. Jean-Robert Wafo, enseignant d'université, mesurez vos Jean-Robert Wafo, est-ce que vous pouvez me permettre de poser la question? Professeur Biloa, mais quand vous venez sur des plateaux, professeur Biloa, qu'est-ce qui vous permet? Vous savez que professeur Biloa, permettez que je vous pose la question. Professeur Biloa, qu'est-ce qui vous permet, professeur? Mais vous savez aussi que à l'intérieur du SDF, il y en a qui sont pour la sécession. Qui? Professeur Biloa. Vous le savez. Qui ça? Professeur Biloa. Vous le savez. La position du SDF est claire. Nous sommes pour le fédéralisme et la sécession est à proscrire. Qu'est-ce qui vous permet? Mais j'ai honte pour vos étudiants. C'est incroyable. D'affirmer que le SDF a des complicités ou alors une relation de connivence avec les sécessionnistes. Les faits. Lesquels? Les faits. Lesquels, professeur? Première chose, les groupes armés ont fait arrêter ou ont kidnappé le chairman du SDF. C'est arrivé une fois. Une autre fois, on nous dit que les groupes armés sont encore allés kidnapper le chairman du SDF dans sa résidence de Bamenda. Personne ne peut croire à cet état de choses. Une fois que vous avez été kidnappé,
vous prenez des dispositions pour que vous ne soyez plus kidnappés. Donc personne ne croit à ça. C'est un arrangement entre les groupes armés et le SDF. Donc je dis que le SDF est un parti qui n'est pas honnête. On ne sait jamais sur quel pied danser avec le SDF. Alors, ils font la danse Bafia alors que leur base c'est le nord-ouest. Un pas devant, deux pas en arrière. Un pas devant, deux pas en arrière. Professeur? Ils disent que officiellement ils sont pour le fédéralisme, mais au sein du SDF, il y en a qui sont pour les groupes armés. C'est connu de tout le monde. Professeur, permettez que... Et Jean-Robert Wafo le sait. Permettez-moi de dire. Vous répondez, oui. Vous me permettez de vous poser une question, je vous en prie. Je réponds. Vous avez bu le Kitoko avant d'arriver sur ce plateau. Si vous n'avez pas bu le Kitoko avant d'arriver sur ce plateau, alors je vous déshabille comme professeur. Je suis sérieux. Non, vous êtes indigne d'être. Je suis sérieux, Jean-Robert Wafo. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Vous êtes indigne d'être un professeur. C'est des faits. Non, je dis, je pèse mes mots et j'assume ce que je dis sur ce plateau. Je dis, s'il n'a pas bu du Kitoko, c'est qu'il est indigne d'être professeur. Comment pouvez-vous faire des déclarations aussi graves et de manière aussi légère? Comment pouvez-vous le dire? Vous n'êtes pas sérieux au SDF. Comment pouvez-vous le dire? Vous n'êtes pas sérieux au SDF. Le chairman, parce que le chairman, vous dites, parce que le chairman a été enlevé à 2 reprises, alors il est un sécessionniste? Oui. C'est de ça que vous parlez? Le gouvernement a Quel est le lien? Le gouvernement a proposé Et vous êtes la enseignant? protection au chairman. Et le chairman a refusé la protection Mais je du gouvernement. comprends pourquoi ce pays ne bouge pas. Je comprends pourquoi ce pays recule. Lorsque le chairman est allé aux obsèques de l'honorable Banatel, je comprends pourquoi ce pays recule. Jean-Robert Wafo, c'est parce qu'il y a des faucons égarés du RDPC comme vous. D'encadrer le chairman. Vous êtes un faucon égaré, monsieur. Et les groupes armés ont kidnappé une fois de plus le chairman. Pourquoi le chairman a-t-il refusé la protection du gouvernement? Vous pouvez répondre à cette question? Alors, s'il vous plaît. Moi, j'analyse les faits froidement. S'il vous plaît. Un homme normal se serait fait protéger par les forces de l'ordre et de sécurité. Pour aller où? Vous avez refusé. Pour aller aux obsèques de l'honorable Banatel. Je réponds alors. Oui. Je réponds. Le chairman il a pris et moi je soutiens cette décision du chairman. Une chose est d'aller avec les forces de défense et de sécurité, se fait accompagner. Mais une fois que vous allez rentrer, dès que ces sessions-là vont vous voir à cet endroit, avec les forces de défense et de sécurité, les représailles ne seront plus sur vous, mais plutôt sur ces familles d'accueil. C'est de ça qu'il est question. C'est la raison pour laquelle je dis vous êtes déconnectés totalement des réalités du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est très grave. Et vous administrez la preuve. Écoutez, vous administrez... Les populations du nord-ouest, écoutez, vous administrez la preuve. Le préfet, le sous-préfet, le gouverneur. Est-ce que dans quelles conditions? Tout le temps. Est-ce que vous savez... Ce que vous dites n'a aucun sens. Le chairman refuse la protection du gouvernement. Est-ce que vous savez? Et après, ils se retournent et disent, les sécessionnistes m'ont kidnappé. Les sécessionnistes l'ont kidnappé parce qu'ils sont de connivence. Bon, autre chose. Je ne suis pas le seul à le dire. Autre chose. Je ne suis pas le seul à le dire. Oui, mais il n'y a que des faucons égarés comme vous, tapis dans le RDPC, qui puissent dire des choses pareilles. Et je vais même plus loin. Ceux qui voyagent aujourd'hui pour aller dans le nord-ouest et le sud-ouest, même les hommes en tenue, quand ils sont dans des bus, est-ce que vous savez qu'ils mettent de loin leur treillis? Est-ce que vous savez qu'ils ne marchent pas, ils ne circulent pas avec leur carte professionnelle? Est-ce que vous savez que quand vous circulez, et vous le comparez au chairman du SDF, sur les différents vous le comparez au chairman du SDF, le chairman du SDF devrait être protégé et vous avez refusé la protection. Est-ce qu'on peut revenir à cette élection? Est-ce qu'on peut revenir des familles d'accueil? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir à... Ça vous va? Jean-Robert Wafo. Vous avez refusé, les familles ne sont plus agressées. Ça vous va? Est-ce que les familles ne sont plus agressées? Jean-Robert Wafo. Vous êtes totalement déconnecté. Jean-Robert Wafo, professeur Edmond Billois, je voudrais que nous revenions, si vous le permettez, à l'élection, aux élections partielles qui seront organisées dans au moins 20 jours ou au plus 40 jours au Cameroun, ou tout au moins précisément dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment le SDF se prépare pour à cette élection-là?
On n'a pas beaucoup vu le SDF pendant la campagne électorale du 9 février dernier. Comment vous vous préparez? Est-ce que vous avez l'intention d'y aller vraiment dans l'optique, dans le but de gagner, en essayant de convaincre le maximum d'électeurs, ou vous y allez sachant que la victoire vous est déjà acquise ou peut-être qu'elle vous a été promise? Si nous avons déposé nos listes, c'est parce que nous étions prêts à aller à ces élections. C'est clair. Si nous n'étions pas prêts à aller à ces élections, nous n'aurions pas déposé des listes dans les 11 circonscriptions qui ont fait l'objet d'une annulation. Alors, maintenant, nous n'allons pas transformer nos militants ou alors nos cadres en chair à canon. Si les conditions nous permettent d'aller battre campagne, nous irons battre campagne. Si les conditions ne nous le permettent pas, bon, évidemment, nous allons tirer donc les conséquences qui s'imposent. Il faut que ce soit clair. Et une fois de plus, il n'incombe pas au SDF d'assurer la sécurité ou alors de la tenue normale, de la sécurité des personnes qui iront voter là-bas. Parce que ceux qui ont voté là dernièrement, ces élections qui ont fait l'objet d'une annulation, c'est qui? C'est les militaires qui sont déployés là-bas. C'est qui? C'est les fonctionnaires qui sont tous des militants du RDPC là-bas. Ce sont eux qui sont allés voter. C'est prévu par la loi. Parce que, mais écoutez, j'ai pas dit que ce n'est pas prévu, mais sinon, mais il n'y a que eux qui, mais il n'y a que eux qui sont allés voter. Et puis la preuve, c'est quoi? C'est que les fonctionnaires ne sont pas soumis aux mêmes contraintes sécuritaires. Écoutez, il faut regarder. Non, mais écoutez, il faut regarder. Par qui? Mais je suis désolé. Là, nous avons eu des députés, je veux dire 2 députés, nous étions seuls en compétition là-bas. C'est la raison pour laquelle nous avons eu 2 députés. Mais là, nous étions en compétition. Le Conseil constitutionnel a annulé les élections à l'unanimité. Il faut situer cette vérité. Alors, le Conseil constitutionnel n'est pas... n'obéit pas aux ordres du RDPC. Professeur Edmond Biloa, revenons... Mais revenez dans le sujet, mais pourquoi vous commencez? Alors, le RDPC, lui, il y va comment? Comment le RDPC se prépare? Est-ce que vous y allez avec l'intention de gagner ou alors de faire gagner le SDF que certains observateurs présentent comme votre allié, finalement? Non. Comme un allié du RDPC, même s'il n'y a pas de plateforme. Non, Leclerc, je vous en prie. De partenariat. Leclerc, je vous en prie. Ne dites pas ce genre de choses. L'allié du... Répondez à la question, professeur Biloa. Le SDF n'est pas l'allié du RDPC. Nous avons des plateformes avec d'autres partis, mais pas avec le SDF. Et le RDPC va à cette élection pour gagner l'élection. Comme nous l'avons gagné, maintenant, le Conseil constitutionnel, qui n'obéit pas aux ordres du SDF, a demandé qu'on reprenne l'élection. Nous allons à cette élection pour gagner les 13 sièges qui sont mis en compétition. Alors, donc, si le SDF gagne les sièges, c'est parce que le SDF l'aura mérité. Le SDF n'aura pas gagné les sièges du fait de l'action du RDPC. Le but n'est pas de donner un groupe parlementaire au SDF pour crédibiliser l'élection? Qui donnerait un groupe parlementaire au SDF? On a un groupe parlementaire quand vous avez 15 députés. Maintenant, le SDF en a déjà 5. Il en a déjà 5. Est-ce que le système en place et donc le RDPC n'a pas intérêt à ce que le SDF ait un groupe parlementaire? Intérêt, non. C'est sûr que tout le monde souhaiterait que le SDF ne disparaisse pas. Vous voyez, et je suis honnête quand je le dis. Tout le monde souhaiterait que le SDF ne disparaisse pas. Pourquoi? Parce que le SDF a contribué à la naissance du multipartisme. Le SDF a contribué au développement de la démocratie. Et donc, si le SDF disparaissait, et c'est la peur qu'il y a là aujourd'hui, parce que quand vous voyez les chiffres, 43, 22, 16, 18, 5, dans 5 ans, quand d'autres forces politiques seront revenues en force, je pense à l'UPC, je pense au RDPC qui va redevenir plus fort encore, je pense au MRC qui était absent cette fois-ci. Vous pensez que le SDF sera encore vivant? Personne ne souhaite que le SDF disparaisse. Mais les choses sont faites telles que le SDF est en passe de disparition du fait de la façon dont le SDF lui-même gère ses troupes à l'intérieur.
Alors, c'est entendu. Jean-Robert Wafo, je parlais tout à l'heure de certains observateurs qui voient aussi en ces élections partielles, et quand je dis partielles, je pèse mes mots, ces élections auront lieu dans la base électorale du SDF, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest, 11 circonscriptions pour 10 circonscriptions pour le nord-ouest et une circonscription pour le sud-ouest. Alors, certains observateurs voient en ces élections partielles une confirmation de la complicité, voire de la connivence qui existe entre le système en place, c'est-à-dire et donc le RDPC, et puis le SDF. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est des gens qui sont dans le monde merveilleux de Walt Disney. Parce que si le pouvoir, si le régime avait voulu que le SDF ait un groupe parlementaire, le régime l'aurait fait sur le terrain. Tout simplement. Mais c'est ce qui va se passer là sur le terrain. Qu'est-ce qui va se passer sur le terrain là? Il faut lever l'équivoque. Ça ne peut pas se faire par décret non Ce plus. n'est pas le régime qui est en train de vouloir sauver le SDF. C'est le SDF qui est en train de vouloir sauver le Cameroun. C'est-à-dire? C'est-à-dire le Cameroun dans sa forme actuelle, avec évidemment une version améliorée, c'est-à-dire le fédéralisme. Sans le SDF, aucun autre parti politique n'est pas allé battre campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est connu. On a pourtant vu le RDPC. On a pourtant vu le RDPC. On a pourtant vu le RDPC sur le terrain. Non, on a pourtant vu. Je suis là pour poser les questions. On a pourtant vu le RDPC sur le terrain. Laissez-moi donc finir. Je dis donc ceci. S'il y avait une connivence entre le RDPC et le SDF, déjà les résultats sortis des urnes, c'est-à-dire ils se seraient arrangés là-bas à bourrer comme ils ont l'habitude de bourrer et à partager comme ils ont l'habitude de partager entre eux. Ce n'est pas le cas. Si le Conseil constitutionnel a fait reprendre ces élections, a annulé ces élections, c'est du fait d'abord donc du fait que nos avocats ont défendu avec des documents sérieux, n'est-ce pas, nos arguments devant le Conseil constitutionnel, et que le Conseil constitutionnel lui-même sur la base de ces arguments a reconnu qu'il n'y a pas eu élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Et puis je vais chuter en disant ceci. Juste en quelques secondes. Je vais donc chuter en disant ceci. J'ai comme l'impression que Yaoundé n'est pas en train de comprendre ce qui se passe là-bas dans le nord et le sud-ouest. Et si Yaoundé continue avec cette arrogance du professeur Biloa, je considère qu'il est venu avec une forte dose de Kitoko. Si Yaoundé continue avec cette arrogance, le pire pourra arriver, à savoir la sécession. Donc personne n'a absolument besoin à cette période de la vie de notre nation. Vous allez encore à la reprise des élections. Et une fois je vous souhaite du succès, mais nous allons aux élections pour gagner. Ce qui nous a intéressé. Si vous perdez les élections, il faut être fair play. Nous sommes partis parce qu'il fallait sauver le Cameroun. Si vous perdez, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de presse, particulièrement longue au regard de la qualité de nos invités et des sujets d'importance que nous avons eus ce soir. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. Merci au professeur Pascal Mesanga-Nyamding et Jean-François Chanon qui étaient là dans la première partie de cette édition de Scène de presse. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.